Et bonjour à toutes et à tous, il est 11 heures. Vous êtes sur IRM.radio, c'est l'heure de Crash ton venin. Aujourd'hui avec Madame Koro, nous accueillons Alioune Diane. Ça va bien Alioune? Ça va. Et aujourd'hui avec Alioune, nous allons parler Du contrôle. Alors on est avec Alioune Diane, un artiste peintre. Hein. Tu connais la thématique de Crash ton venin? Oui, depuis que vous m'avez invité, ouais, je suis allé voir un petit peu le principe. Alors c'est quoi la thématique? Ah ben c'est top. Ben, déjà, je vois que vous parlez plus tard, plutôt en fait, tout ce qui se passe dans le parcours des artistes. Donc, et puis on critique ce qu'il y a à critiquer, on donne un avis. Ben, et voilà. Donc la thématique, c'est de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah d'accord, allez. C'est parti. Et d'ailleurs, peux-tu avancer un chouïa le micro vers toi? Tiens, vas-y, je t'aide. T'inquiète, voilà, au moins on est bon. Et d'ailleurs, il nous a fait un super cadeau à l'équipe. Hein. Ouais, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. Hein. On voit que c'est un artiste vraiment hors pair. Merci beaucoup. Donc, tu es un artiste peint, tu fais de l'art, tu appelles ça du Figaro abstrait. Ouais, c'est du Figaro abstrait. Ouais, c'est un style de peinture que j'ai créé en 2013. Et c'est un style, en fait, c'est une sorte de style de peinture, en fait. Donc, je crée des images figuratives à partir des éléments abstraits. Donc, quand on dit figuratif dans l'art, c'est tout ce qu'on peut identifier, tout ce qu'on peut voir. Et donc, quand on parle d'abstraction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner définition. Donc, du coup, c'est un mélange des deux que j'ai. C'est quoi qui t'a amené à tout ça? Déjà, est-ce que tu es d'origine française? Je suis d'origine sénégalaise et je suis français aussi, donc c'est T'as une double nationalité? Oui, voilà, c'est ça. Tu es né en France ou au Sénégal? Je suis né au Sénégal, donc dans une grande région qui s'appelle la région de Fatick, donc c'est presque dans le nord, dans le côté centre du Sénégal. Et voilà, je suis arrivé en France en 2010, octobre 2010. D'accord. Qu'est-ce que ton enfance au Sénégal, elle s'est passée comment? Ah, j'ai eu une enfance un petit peu mouvementée, hein, parce que j'ai... explique-nous un petit peu. C'était un peu dur parce qu'en fait, je suis né dans une région qui s'appelle Fatick, donc c'est la région natale de ma mère. Donc mes parents qui sont séparés très tôt, donc dès que j'étais bébé. Et à l'âge de 13 ans, donc j'avais ce manque de repères en fait. Donc tes parents se sont séparés très tôt? Très tôt, ouais. On dit que c'est plutôt rare, tu sais, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Finalement, le divorce, ça existe partout. Ouais, ça existe partout. C'est multiculturel. Ça existe partout, ouais, c'est multiculturel. Et à un moment donné, à l'âge de 13 ans, ça allait pas trop. Donc j'étais un enfant très, très responsable à cet âge-là. Donc je voulais... T'es resté avec ta mère? Voilà, donc en fait, ma mère, elle était elle s'est remariée en fait, et du coup, elle m'a laissé avec ma grand-mère paternelle. Et maternelle du moins, donc c'est elle qui m'a éduqué. Alors, donc, quand ta mère s'est remariée, en fait, elle t'a pas gardé, elle t'a laissé chez la mère? Chez ma grand-mère, ouais. C'était voulu? C'était son mari qui l'obligeait? Non, c'était voulu parce que son mari, c'est mon beau-père, c'est lui qui m'a donné presque tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il s'est bien occupé de toi. Voilà, il s'est bien occupé de moi. C'est lui qui t'a donné la veste? Parce que là, il s'est foutu de ta gueule. Hein. Non, mais ta fille. Je rigole, j'ai Noël d'ailleurs bientôt. Non, c'est ta fille. J'aime bien. Donc, du coup, oui, c'est lui qui m'a aidé, qui m'a soutenu financièrement aussi pour mes études. Et d'ailleurs... T'as eu des frères et sœurs? J'ai que des demi-sœurs en fait. J'ai que des demi-sœurs qui sont à Dakar. Et comme c'est mon beau-père qui m'a éduqué, donc mon premier enfant, je lui ai donné son nom pour lui rendre hommage. Donc pour montrer que j'ai été beaucoup de relations affectives avec mon beau-père, très très fort. Et à l'âge de 13 ans, je suis allé à la recherche de mon père en fait. Donc du coup, je suis allé... Ah, explique-nous un peu ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à la recherche de ton père? Je sais même pas, parce que moi, en fait, je marche de façon spontanée, même avec ma peinture. Donc à l'âge de 13 ans, j'ai demandé à ma mère... Tu es un impulsif. Voilà, c'est ça. J'ai demandé à ma mère comment je peux faire. Donc elle m'a mis en relation avec un des amis proches de mon père qui était dans la même région que moi.
Je suis allé le voir. Déjà, elle n'a pas émis d'objection. Voilà. Elle était d'accord. Elle était d'accord. Et du coup, je suis allé voir ce vieux ami de mon père qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, ah ouais, quand je t'ai vu, j'ai pensé directement à ton père, tu ressembles très mal à lui. Est-ce que tu recherchais ton père aussi pour une ressemblance? C'est-à-dire que tu voulais voir s'il y avait des points, si vous aviez des points similaires? Oui, il y avait ça aussi. Je voulais aussi savoir de quoi il ressemblait en fait. Ouais. Et il fallait que je puisse voir ça. Et c'est son ami qui m'a donné les informations, la région où habite mon père. Et après, j'ai dit à ma mère, maintenant je vais aller voir mon père. Donc, elle m'a mis en relation avec une de ses sœurs, c'est sa grande sœur, ma tante. Oui. Et qui m'a ramené dans sa région. Et ça s'est passé comment? Déjà, quand on est arrivé dans la région, c'était très loin de là où on était. Oui. Donc, il fallait reconnaître la maison. Sans plus que je connaissais mon père, je ne connaissais pas mon père. Il avait une bonne situation? Non, pas du tout, parce qu'il ne travaillait pas. Donc, c'était difficile aussi. Mais il s'était remarié, lui? Non, pas du tout. Il n'était pas remarié. Et du coup, on a demandé le nom de mon père partout pour voir où est-ce qu'il habitait. Jusqu'à ce qu'on est tombé sur quelqu'un. C'est celui qui nous a montré carrément. C'était à Kaffrine. Et pendant tout ce temps-là, toi, tu pensais quoi? T'angoissais ou pas du tout? Non, pas du tout. J'étais très, très serein. Et impatient? Voilà, impatient quand même, parce que la route était longue déjà. Il fallait que je voie mon père. Et c'est une personne qu'on a rencontrée sur la route qui nous a indiqué, qui nous a apporté jusqu'à la maison. Et c'est là où j'ai vu mon père pour la première fois. Alors, il est sorti, ça s'est passé comment? Il t'a reconnu? Il savait que tu venais? Non, il ne savait pas. Ça a été la grande surprise? Oui, c'était la grande surprise parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de téléphone portable. Donc, il n'y avait pas de téléphone portable même. Donc, c'était venu de façon, une très grande surprise. Et quand il est sorti, il m'a vu directement, il m'a pris dans ses bras. Tout de suite, il a su que c'était toi? Oui, tout de suite. Et, comme quoi, les liens du sang? Oui, et après, il m'a dit, on va aller dans les champs voir ta grand-mère paternelle. Et elle aussi, elle nous a vus de très loin. Elle est courue, venue me prendre dans les bras. Et c'est là où j'ai vu mon père. J'ai vécu avec lui 6 ans avant qu'il décède. Après, et qu'est-ce qu'il faisait? Tu me disais qu'il travaillait pas. Il avait une activité, les champs seulement, lui, ou autre chose? Même pas de champs. Lui, toute sa vie, en fait, il a fait soit dans le domaine sportif. Donc, il donnait plutôt, il était plus entraîneur dans les équipes de la région. Et entraîneur de foot? De foot. Il faisait ça bénévolat. Parfois, il donnait aussi des cours d'enseignant aussi, un petit peu à l'école primaire. Travaillait un peu à gauche à droite. Voilà, un peu gauche à droite. On peut dire qu'il faisait de l'intérim. Voilà, une sorte d'intérim, oui, voilà. Mais il n'a jamais eu quand même un contrat dans sa vie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je lui rends hommage à chaque fois qu'on m'invite dans les jours longs et tout ça, donc pour montrer que tout est possible dans la vie. Donc c'est comme ça que j'ai vécu avec lui jusqu'à ce qu'il décède en 2004. Et est-ce que c'est lui qui t'a mené au dessin? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, le dessin, ça s'est venu de façon naturellement. Ça s'est passé comment? Parce qu'en fait, en classe de CM1, CM2, j'avais commencé à dessiner en fait sur les cahiers. Donc à chaque fois que l'enseignant, que notre enseignant donnait des cours, moi j'étais en train de dessiner. Il te demandait d'illustrer après? Ah oui, et après il m'a vu dessiner tout le temps. Il m'a dit, mais dis donc, pourquoi je peux pas te donner en fait comment ça s'appelle, le livre d'histoire-géographie pour que tu dessines la carte du Sénégal sur le tableau. Tu faisais participer, quoi. Et voilà, comme ça te fait participer la classe. Et en même temps aussi, ce qui était évident aussi, c'est qu'on n'avait pas assez de livres pour que chaque élève puisse bénéficier d'un livre. C'est vrai que souvent, on a plusieurs sur les Donc, livres. souvent, on met un livre et que 4 ou 5 personnes se regroupent dans une table. Et du coup, il m'a dit, c'est plus intéressant que tout le monde... D'illustrer sur le tableau. Que tout le monde regarde sur le tableau et qu'on explique la leçon. Je dis, oui, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à dessiner le schéma sur le tableau. Et après, pendant ce temps, tout le monde était en récréation, mes camarades. Mais moi, j'étais tellement dans l'ambition. Ah, tu n'avais pas en récréation? Tu passais ton temps à dessiner sur le tableau. Le truc, c'est que la première fois qu'il a dessiné le Sénégal, ça ressemblait à la Corse. Et du coup, il a dit, c'est pas possible, la prochaine fois qu'on me demande, il faut que je passe sur moi ça. Donc, du coup, je l'ai fait. Après, automatiquement, les gens sont venus, mes camarades de classe. Ouais, mais c'est magnifique ça. Qu'est-ce que...
Et après, on est parti de là. Et tu étais doué, entre autres, dans d'autres matières ou que dans le dessin? je savais que pendant les contrôles, la matière que je voulais de plus, c'est le dessin. Parce que je sais que j'aurais 9 sur 10. Mais en tout cas, le reste, je me débrouillais pas mal. Ouais. Tu étais un plutôt bon élève? J'étais un bon élève parce que j'étais un enfant très responsable en fait. J'étais quelqu'un de très responsable, discipliné. Et j'ai jamais entendu, je me rappelle pas, je me souviens pas de quelque jour où j'ai merdé quand même carrément dans la classe ou chez moi-même, parce que ma mère ne m'a jamais T'as jamais eu crise d'adolescence? Jamais de la vie. C'est vrai qu'en Afrique, on dit qu'on ne connaît pas beaucoup la crise d'adolescence. Ouais, c'est ça. On la vit toute sa vie. On est en crise d'adolescence toute sa vie. On inculque le respect, c'est vrai. Et Effectivement. que, du coup, comme on n'a pas le droit de répondre aux parents, les anciens, on les vénère un petit peu. On n'a pas ce droit, ni même des fois de les regarder frontalement dans les yeux. Donc c'est vrai que la crise d'adolescence là-bas... On l'a vu peut-être plus tard. Peut-être avec sa femme, on va dire. Ça m'a même... Il se rattrape. C'est femme. Ça m'a même choqué quand je suis venu en France pour la première fois. Quand j'ai vu les enfants, les ados, comment ils se comportaient. C'est pas du tout la même éducation. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est du lourd ici. Donc, oui, c'est vrai que j'étais très, très responsable dans ça. Et c'est ça qui m'a amené à dessiner. Et après, jusqu'en classe de terminale, j'ai dit à ma mère, stop. Je ne veux plus travailler dans... Tu ne voulais plus aller à l'école? Je ne me concentrais plus, en fait. Oui. J'étais en classe... Parle de ça, tu n'avais plus de concentration. Voilà, j'avais plus de concentration. J'étais en classe, j'étais derrière, toujours derrière. Je rêvais de dessiner. Soit je suis sur la table bord, qui était interdit de dessiner. Mais moi, tout le temps, j'ai dessiné derrière. Tu t'es dit, l'école, c'est pas fait pour moi. Et voilà, manque de concentration partout, sur la leçon, sur les cours, tout ça. J'ai dit à ma mère, je ne veux plus. Elle me dit, sa réaction? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je vais être artiste. Elle me dit, non, pas du tout. Hors de question, c'est quoi artiste? Déjà, à cette époque-là... Déjà, il y a eu un petit conflit entre toi et ta mère. Voilà. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, mais je l'ai fait de façon douce. Tu l'as fait en douceur. Voilà, je lui dis, écoute, voilà, comme tu veux pas, je vais continuer encore. Je suis allé en bac. Ah, bah tu vois, elle a eu raison, t'as été jusqu'au bac. Je suis allé en... Elle t'a poussé un petit peu. Après, j'ai échoué. Hein. Je suis arrivé, je t'avais dit, je ne suis pas fait en fait pour faire des examens ou des concours. Tu n'as pas eu ton bac. Voilà, je ne l'ai pas eu. Je dis, je veux retourner. Tu n'avais pas révisé ou tu as perdu tes moyens? J'ai perdu tout. J'avais pas de concentration, j'avais rien. J'avais beaucoup de stress parce que je ne pouvais pas me concentrer sur mes leçons. Même pour concours, je suis... Tout s'est un petit peu mélangé. Voilà, je suis stressé. Et artiste, voilà, c'est être libre. Tu n'es pas là pour faire des concours. Tu n'es pas là pour faire ce qui va... Ce que les gens aiment, en fait. Tu fais ce que tu ressens. Tu ne supportais pas être cadré. Effectivement, je voulais faire moi-même ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Tu l'as repassé ton bac vu que tu l'as raté? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis à mon beau-père, écoutez, tu peux parler un peu avec ma mère pour qu'elle me laisse aller aux Beaux-Arts. Donc elle me dit oui, c'est pour moi, je ne veux pas parce que tu n'as pas de diplôme. Et je dis moi. C'était pour aller aux Beaux-Arts ou à Dakar, parce qu'il y a deux options. Ça, c'est important. Voilà, parce qu'il y a deux options à Dakar pour l'école des arts de Dakar. Donc soit il y a l'option de niveau bac, donc qui est au niveau de brevet. Là, on te forme pour que tu deviennes artiste, tout court. D'accord. Donc c'est-à-dire, on te forme après pour que tu te débrouilles avec le marché de l'art. Après le côté bac, après le bac, tu deviens après un artiste, mais en même temps, tu peux être enseignant, tu peux donner des cours. Voilà. Le bac, tu peux faire autre chose. Et moi, j'ai pris le risque d'aller être artiste court, tout simplement. Donc, c'était quelle école? C'était la deuxième option? Ouais, c'était la deuxième option que j'ai fait. On appelait comment cette école? C'est l'École nationale des arts de Dakar. Des arts de Dakar. C'est là où je suis allé. J'ai fait le concours d'entrée. Après, je suis admis au concours d'entrée parmi plusieurs candidats. Et après, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, écoute, je suis réussi maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je serai à l'École des arts. Et tu es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 2 ans. 2 ans intenses parce que à cette période-là, il y avait beaucoup de grèves parce qu'on voulait avoir plus de moyens pour nous, en tant qu'élèves et aussi pour les professeurs. Et en même temps, l'école des beaux-arts, les professeurs aussi sont aussi des artistes, donc ils ont souvent des projets. Libres. Voilà. Libres comme l'air. Voilà. Donc du coup, j'avais dit à cette époque-là, parce que je me suis marié très, très jeune aussi. Ma femme à cette époque était française, elle était au Sénégal aussi. Donc on a dit, écoutez, ma mère m'a dit,
faut que tu continues les études. J'ai pas de bac, je peux pas réussir dans la vie à part la peinture. Mais les 2 ans que tu as fait, ça correspond au niveau bac. Ouais, ça correspond au niveau bac. C'est comme si tu avais fait une école professionnelle. En Effectivement. Fait. Au lieu de suivre un parcours général, comme on dit ici en France, tu as suivi un parcours professionnel. Voilà, déjà les 2 années, on les appelle les 2 années de préparatoire. Donc c'est là où on te prépare pour devenir un artiste. Et quand j'ai eu ça, après je me suis dit, je vais essayer d'aller avec ma femme installer. Alors attends, tu vas trop vite. Tu vas nous raconter ta rencontre avec ta femme. Donc ta femme, tu nous disais que c'était une Européenne. Ouais, c'était une Française, donc très jeune. Vous êtes toujours mariés? Oui, je suis toujours marié. Donc on s'est rencontrés c'est beau, à Dakar. Ça, à Dakar. À Dakar, oui, c'est là où on s'est mariés. Donc c'était quand j'étais en première année d'études à l'école des Beaux-Arts. T'avais quel âge à peu près? À 25 ans, je pense. Et du coup, elle faisait des allers-retours. À un moment donné, c'était compliqué pour elle aussi. Et moi, mes études passaient pas très bien à Dakar. Et ça, c'est à ce moment-là que j'ai pris décision avec elle de venir ici pour continuer mes études. Et vous vous êtes rencontrés comment? En cours Soirée échangiste. Non, c'est rencontré à Dakar. Donc, oui, mais dans ton milieu, dans ton établissement? Non, pas du tout. Aux alentours, voilà, parce qu'elle était intéressée de tout ça. Elle faisait tout ce qui est décoration de boîtes. Donc, c'était une décoratrice. Voilà, donc, déjà, elle était de ton univers. Voilà, elle adorait tout ce qui était là et tout. Donc, elle faisait de la décoration, des boîtes décorées, des meubles décorés. Donc, c'était ça, sa passion. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une différence d'âge? Non, j'étais plus âgé que... T'étais plus âgé qu'elle? Ouais. Non, parce qu'avec tout ce qu'on me dit sur les voyages au Sénégal, je voulais parler... Une cougar. Non, mais c'est ce que elle sentait. Non, j'étais plus vieux, j'avais 2 ans de plus qu'elle, ouais. Comment t'as fait pour la séduire? Moi, c'était de façon... tu t'y attendais pas. Il a montré son trépied. Non, pas du tout. On s'est rencontrés de façon très spontanée, en fait. Donc, tu parlais déjà bien français, parce qu'elle parlait pas Wolof. Ouais, elle parlait pas Wolof, donc il fallait lui parler gentiment, tranquillement. Tu parlais déjà bien français. Voilà, c'était ça. Donc, c'était plutôt de l'amitié qui commençait en premier, et après, c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme au Sénégal aussi, on n'a pas droit trop de rester ensemble sans qu'on n'est pas marié. Donc, du coup, on s'est mariés. Peut-être quelle religion? Musulmane. Oui, c'est vrai que quand on est musulman, généralement, si on ne se marie pas, on ne doit pas trop traîner ensemble. Voilà, c'était pour ça. Donc, on s'est mariés. Et alors, moi, je voudrais savoir comment, quand tu t'as rencontré cette femme qui n'était pas du même univers que toi, qui venait de France, qui est arrivée à Dakar, par contre, qui était de ton milieu au niveau artistique, puisqu'elle est quand même dans la décoration. Et c'est une certaine sensibilité, la décoration. C'est un peu comme... ça fait partie... c'est de l'art un petit peu aussi. C'est une manière de voir les choses. Effectivement. Et c'est un esprit libérateur aussi, assez libre. Quand tu l'as rencontrée, que tu as su que c'était la bonne et que tu l'as ramenée à ta mère, comment ça s'est passé? Alors là, je parle de diversité. Parce que bien souvent en Afrique, on envisage toujours pour les jeunes, je sais ça a été le cas pour mon père, on leur donne souvent des cousines, ou alors on envisage des mariages intrafamiliaux, bien souvent. Maintenant, ça a un peu évolué. Mais quand même, quand on amène une étrangère et une Française à la peau claire de surcroît, alors comment ça se passe quand on la ramène à sa mère? Ouais, c'est... en fait, ma famille... En fait, j'ai une famille très ouverte. Très ouverte. Ma mère, sur nos choix, que ce soit moi ou mes demi-sœurs, c'est nous, en fait, qui choisissons notre vie, en fait. Donc, quand je l'ai rencontrée, c'est très rare, ça. Avant même de lui présenter ça, en fait, je lui ai déjà parlé. Elle m'avait répondu comme ça que tu sais que moi je suis là pour vous en fait. Je peux vous soutenir, je peux faire tout. Après, quand il s'agit de projet de vie, en fait, ça sera... Elle a eu aucune réticence? Non, pas du tout. C'est beau. Ça s'est fait de façon très naturelle avec mon beau-père. Ils l'ont accueilli, accueilli à la maison même. Ils ont donné tout. C'est rare, ouais. Et c'était même pas cette époque-là qu'on disait que c'était les Blancs qui nourrir la famille, mais c'était en plus nous. Parce que cette époque-là... plus âgé et puis voilà, mon beau-père était douanier, donc il gagnait sa vie tranquillement. Donc tu es issu d'une famille qui avait quand même les moyens. Oui, tranquillement. Donc, tu n'avais pas besoin de plaire à quelqu'un pour que la personne subvienne à tes besoins et à ceux de ta famille. Oui, parce que j'avais tout ce que j'avais besoin. Je manquais de rien. Et du coup, ça t'a permis de faire de l'art aussi. Ouais, parce que c'est vrai que si tu avais
une famille plus modeste, tu aurais été obligé de travailler pour aider la famille à subvenir aux besoins de la famille. Quoi. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est mon beau-père qui était douanier à l'aéroport de Dakar. Donc, du coup, on avait tous les moyens. On était dans des très, très bonnes conditions. C'est pour ça même ma femme, à cette époque-là, donc elle était chez nous, tranquillement. Donc, elle vivait, elle a aménagé avant le mariage, après le mariage? C'est après le mariage, parce qu'il fallait déjà, parce que le fait qu'elle payait beaucoup d'argent pour sa location à Dakar, c'était dur pour elle, elle était jeune. Et à cette époque-là, je voulais carrément qu'elle vive, qu'elle vive avec nous, tranquillement, et il fallait faire le mariage. Et sa famille, elle a bien réagi? Oui, très très bien, qui m'ont beaucoup aidé aussi, qui m'ont beaucoup soutenu aussi quand je suis arrivé. Et aussi, c'était très très bien, ouais. Ils ont dit oui tout de suite? Ouais, ils ont dit tout de suite, on les appelait pour voir s'ils sont d'accord sur le mariage et tout. Ils étaient d'accord. Pareil, ouvert d'esprit, en disant très faites ouvert. Ce que vous voulez. Ouais. Bah, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Je sais que moi, par exemple, qui suis d'origine malienne, mon père a eu des gros problèmes. Je suis soninké, quand il a ramené ma mère, c'était pas l'idéal. Hein. C'est vrai. Il a fallu du temps. Et je sais que ma grand-mère, nous a accepté, nous les enfants, mais a toujours eu du mal. Et puis avait dit à mon père, de toute façon, on accepte les enfants, mais ça a toujours bloqué. Donc c'est pour ça que je trouve ça. C'est ce côté-là, j'ai eu la chance d'avoir une famille très moderne dans ça, parce qu'ils acceptaient tout le monde. On avait des discussions très très bien, très ouvertes. Et... Après, c'est peut-être une histoire aussi de vision. Je pense qu'il y a des ethnies qui sont plus ou moins centrées sur elles-mêmes. Ouais, jusqu'à présent, Jusqu'à présent, c'est important parce qu'il y a beaucoup de métissage et c'est pas toujours évident. Et pour les familles, et pour les familles européennes comme pour les familles africaines. Effectivement. Déjà, quand on est dans une société où on a du mal à s'entendre, tu vois ce qui se passe. Alors, quand il y a un mariage mixte, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Donc, tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, Et pareil, accepter, le vivre très bien, aucun problème. Oui, ils le vivent très très bien, tranquille. Donc, c'est pour ça même je suis là avec mes projets, malgré mes projets. Donc, je reste toujours là pour ces enfants. Toute la famille autour, toute la famille t'encourage. Voilà, et aussi pour être là aussi pour les enfants, parce que il faut aussi qu'ils ressentent les deux cultures qu'ils ont. Donc, la culture sénégalaise et la culture française. Donc, leur maman est là, donc pour les soutenir. Donc, moi, je suis sénégalais, je fais des allers-retours et tout. Donc, il faut que donc, la maman reste ici, en fait. Non, elle est ici, en fait. Donc, les enfants sont plus en France, quoi. France, voilà, donc, en fait, toi, tu fais des allers-retours. Voilà, je fais des allers-retours pour les encourager, pour les soutenir, pour être toujours présent. C'est bien. Mon père aussi faisait beaucoup d'allers-retours. Ouais, c'est ça. Import-export, c'était souvent ça. Et on était souvent là, laissés avec nos parents ou alors en foyer. Donc ça dépend. Je veux dire, c'est vraiment pas facile le mixage. C'est pas facile. Et qu'est-ce que tu comptes leur dire à tes filles plus tard pour qu'elles se situent? À mes enfants. En tant que métis. Déjà, je les apprends, parce que je les ai dit tous quand ils étaient petits. Je dis, là, le plus grand, il va avoir 8 ans. Je l'avais dit, en fait, tu sais quoi, tu as la chance d'avoir 2 cultures. Ouais, c'est souvent ce qu'il dit. Après, je lui dis, il faut prendre les deux comme il faut. Le meilleur des deux. Voilà. Et comme ça, tu connaîtras d'où tu viens. Quand on te dira, Jules, tu t'appelles comment? Tu dis, je m'appelle Souleymane. Et Jules, c'est mon nom français. Et Souleymane, sénégalais. Et du coup, il faut dire que mon père est sénégalais et ma mère est française. Donc, montrer que tu as des origines françaises et sénégalaises. Tu leur apprends qu'ils ont une richesse. Une richesse très, très bien. Et que, voilà, je les apprends ça. Et ils sont très, très fiers. Là, si le Sénégal joue, ils supportent le Sénégal. Si la France joue, ils supportent la France. Et ils sont très, très heureux sur ça. Eh bien, c'est ça d'être multiculturel. Ouais. C'est un peu des coraux, hein. Ouais, clairement. Des métis. Bah oui, c'est ça. Donc, tu as fait une exposition début novembre. Donc, tu nous disais que toute ta famille mettait la main à la pâte et qu'il y avait une grande tête. Ça s'est très, très bien passé. Parle-nous-en un petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cette exposition? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, j'ai fait un parcours très, très... je peux dire même pas que c'est beaucoup, c'est énorme. Mais j'ai fait un parcours quand même. Depuis que je suis arrivé en France, je faisais de la peinture, donc je faisais des portraits tranquillement jusqu'en 2013.
Et 2013, avec un ancien ami qui est jusqu'à présent, c'est mon ami que je connaissais aux Beaux-Arts de Dakar, qui m'a beaucoup donné aussi, qui s'appelle Manel. Donc 2013, on avait dit, ben, pourquoi on est toujours là derrière à copier toujours ce que les gens font. Tu voulais ton truc à toi. Voilà, je me suis dit, mais c'est vrai. Parce que là, ce qu'on fait, les gens l'ont déjà fait. Il faudra qu'on puisse vraiment apporter ma touche personnelle. Je t'assure, la veste, personne ne l'a fait encore. Bah, t'as vu? Donc, j'aime toujours ça, faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et ça tombait le moment où j'ai perdu mon grand-père qui était maître coranique, qui écrivait de l'arabe sur du papier. Ton grand-père était maître coranique. Voilà, et qui portait mon nom aussi. Donc mon nom vient de mon grand-père. Excusez-moi, c'est quoi maître je connais. C'était un enseignant. Un enseignant qui t'enseigne l'arabe. Voilà. D'accord. Voilà, il écrivait. Et comme moi, j'avais des relations très particulières avec lui. Et donc, quand il est décédé, je ne pouvais pas retourner à Dakar, je ne pouvais pas retourner à Kaffrine. C'était ton grand-père paternel? Paternel, et qui portait mon nom aussi. Donc, du coup, j'étais en train de le voir écrire comme il écrivait. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à écrire sur mes tableaux. Et après, à un moment donné, j'ai dit écrire ou dessiner, et je fais les deux. Donc, c'est là où j'ai créé ce mouvement de Figaro Abstro. Et depuis 2013, j'étais en atelier, je travaillais très dur pour porter en fait ce projet. Et pour que ça ressemble à quelque chose aussi. Voilà, pour que ça ressemble à quelque chose aussi. C'est très beau, ça ressemble vraiment. Non mais oui, mais c'est magnifique. En plus, j'ai regardé les photos qu'il y a sur Internet et tout. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a enchaîné. Et là, aujourd'hui. Donc c'est grâce à toi, mais c'est aussi en partie grâce à ton grand-père. Suite à son décès. Sur les écritures, j'ai essayé de limiter tout en dessinant, tout en écrivant. Sachant que ce que j'écrivais, c'était pas de l'arabe, c'était pas du Coran, c'était des choses qui étaient dans ma tête, en fait. Qui émanaient de ta tête et que tu avais envie d'écrire. D'écrire, voilà. Tu écrivais de manière spontanée. Spontanée, ouais. Donc, tous les signes. Et pourquoi les portraits? Pour les portraits, déjà, pour le style, déjà, pour ne pas sortir de la définition de mon style de peinture. Parce que mon style de peinture, c'est construire une image figurative à partir des éléments abstrait. Donc, c'est-à-dire le figuratif, c'est ça le portrait. Il faut que ça se voit. Et aussi, il faut que les signes qui sont abstraits, il faut aussi que ça se voit. Donc, du coup, je me base sur l'image, sur le portrait. Et derrière, ce qui cache derrière et ce qui construit l'image, c'est ça les signes qui sont abstraits. Et c'est marrant parce que quand tu t'approches, parce que moi j'ai été à ton vernissage, j'ai reçu ton invitation, j'y suis allée. Quand on s'approche, on a l'impression que ça bouge ou que ça... Est-ce que c'est dû à l'écriture? On a l'impression que plus selon l'endroit où tu te trouves, ça change de la vision. Tu devais te défoncer encore, toi. Non, pas du tout. Je suis pas comme toi, je fume pas. Non, cette question-là, il y a beaucoup de personnes qui... C'est bizarre, mais je l'ai ressenti comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui posent cette question-là. C'est normal, ça, c'est voulu, en fait. C'est voulu parce que c'est ça le... Donc c'est ça, c'est un fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. C'est ça le Figaro Abstro. C'est deux choses qu'on mélange. Tu vois, je suis tombée en plein dedans. Voilà, j'ai l'œil. c'est deux choses qu'on a mélangées. C'est comme... la vie et la mort, donc la nuit, la journée. Et ben moi, en te voyant à la galerie, en voyant tes œuvres, j'ai ressenti une nostalgie. C'est comme si je remontais dans le temps, en fait. Tes images, enfin les portraits que tu choisis, sont beaucoup des femmes et des enfants. Et ça a une simplicité, d'ailleurs je t'écris un petit mot, ça a une simplicité et on a l'impression de retourner dans l'ancien temps. Effectivement, parce qu'en fait, comme aujourd'hui je viens aussi de voir les informations qu'il y a l'Afrique est en train de restituer beaucoup de choses, donc beaucoup de choses qu'on n'avait pas et qu'on n'a jamais vues. Qui sont venus en Europe. Et, tu veux dire que la France qui restitue. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc du coup, le Sénégal, il vient de recevoir pas mal de choses. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai fait aussi. Je suis arrivé en France, il y avait un collectionneur qui m'avait invité chez lui. Il avait un livre du Sénégal de 1800, des images, et sous forme de timbre, sous forme de carte postale.
Et du coup, j'ai jamais vu ces images-là. C'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Tu vois, je l'ai ressenti. J'ai jamais vu ces images-là. Je me suis dit, ça, c'est un trésor qu'on n'a jamais vu et que ce qui appartient à l'Afrique. Pourquoi ne pas revenir cette... Et ça m'a même fait penser à d'anciens romans. Ouais, voilà. C'est vraiment, je suis retournée, je me suis dit, mais c'est fou, C'était vraiment différent. C'est ça ta différence, voilà, ta patte. C'est ça qu'il fallait faire. Ramener ces anciennes images qu'on n'a jamais vues en Afrique et aussi de les faire de façon contemporaine, de façon de nos jours. Donc, nos ancêtres de 1800, de nos jours, en fait. En fait, et ça, tu le fais grâce à la couleur? Grâce à la couleur, pour que ça soit plus contemporain, avec des couleurs rose flash, du flashy, tout ça. Tu mélanges un peu. Ouais, parce que la plupart des artistes, souvent, ils ont peur de ces couleurs flashy. Et moi, je suis quelqu'un qui dit, voilà, je fonce et j'ai pas de limite dans ce que je fais. T'es pas un mouton. Voilà, donc je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui est dans mon cœur, je le sors et après les gens me le prennent comme ils le ressentent après. Ça a très bien marché, il y avait énormément de monde à la galerie, c'était dans le 3e arrondissement, début novembre. Qu'est-ce qu'on t'a le plus dit? Qu'est-ce que les gens, leur surprise, c'était quoi? Les gens, ils ont accepté automatiquement le style. T'as pas eu quelqu'un qui t'a dénigré ou qui t'a dit oh j'aime pas trop? T'as eu des mauvaises réflexions? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a beaucoup, même parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est critique et tout ça. Oui, tu parlais beaucoup. Voilà, je parlais avec les gens pour échanger et tout ça. Et jusqu'à présent, vraiment, même hier, j'ai reçu d'un appel d'un grand monsieur dans l'art qui me félicitait de oui, moi, ça m'a beaucoup plu. Hein. Voilà, donc ils ont accepté le style et comme j'ai pas de rêve, moi, j'ai que des objectifs. C'est bien. Et des bracelets. Et des bracelets, j'en ai beaucoup. Donc, attends, il va te sortir que tu as des gris. Donc, mes objectifs, je suis en train de les atteindre un par un. Et doucement mais sûrement. Doucement, que j'ai pas de rêve parce que je me suis dit j'ai mes objectifs à atteindre. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas de rêve, tu as quand même fait la couverture de Amina. Enfin, tu as été dans Vas-y, cite-nous un peu tout ce que... T'es paru dans le Figaro, France Info. Ouais, France Info. Tout le monde a parlé de toi. Tu as fait un petit peu le buzz du moment. Hein. Ouais, donc on a fait quand même... on a reçu quand même des dizaines dans les magazines. Il y a les Beaux-Arts aussi. Oui, les Beaux-Arts. Il y a Art Magazine aussi. Il y a Amina. Il y a le magazine de Dakar, l'aéroport de Dakar qui va sortir bientôt. Donc les chaînes télévisées aussi au Sénégal aussi. Et hier, une bonne nouvelle aussi, je suis sélectionné pour la Biennale de Dakar, la partie in. C'est quoi? Explique-nous, que ça correspond à quoi? En fait, la Biennale de Dakar, c'est une vitrine, en fait. C'est quelque chose d'énorme dans l'art contemporain africain. Et c'est comme une grande exposition? Voilà, c'est des milliers d'artistes qui postulent. Donc, et on en sélectionne combien? Et on sélectionne, là, parmi les Sénégalais, on a 7 Sénégalais, je suis parmi les 7. Et il y a partout, félicitations. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui viennent dans le monde, aux États-Unis, la France, donc c'est tous les pays. Et parmi les artistes sénégalais, donc je figure sur ces 7. Ça te permet de t'ouvrir au monde, quoi. Ouais, de te faire voir par le monde entier. Ouais, c'est un énorme événement. Même les résultats, ils l'ont donné au journal télévisé de Dakar, donc qui montre que c'est quand même, c'est pas un petit truc, la Biennale. Et du coup, il y a d'autres projets qui s'enchaînent. Et qu'est-ce que ça te fait de monter? Parce que enfin, je dirais que c'est rapide. Quand je dis rapide, tu as mis le temps, tu es passé par l'apprentissage, tout ce qui s'ensuit, mais quand même, d'un seul coup, on a l'impression que d'un seul coup, quand je regarde, j'ai regardé un peu ton parcours, boum, tout explose. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, je ressens tous ces moments de galère, en fait. Dans mon atelier. Un peu, ouais. Voilà. Faut pas dire, parle de ça un peu, dis que maintenant tout arrive, mais avant que tout arrive, comment c'est la vie d'un artiste en devenir? C'était très dur parce que déjà il fallait que je travaille à côté. Donc j'étais éducateur en même temps dans les foyers, j'étais animateur en même temps, mais à chaque fois je voulais pas un CDI parce que je savais que je suis en train de développer des CDD ou des petites missions. Voilà, des CDD, de petites missions. Et jusqu'au moment donné, hop,
jusqu'à ce que je tombe sur, par exemple, sur une société qui s'appelle We Are Partners, qui soutiennent les artistes. Donc, qui me voit ma technique, qui me dit, bah, nous, on va donc, soutenir. Donc, tu as été soutenu, tu as été aidé. Enfin, ouais. Ils ont aidé, ils ont contribué à faire quoi? Ils ont contribué à ma montée déjà, comment je suis monté en puissance parce que... Est-ce qu'ils t'ont subventionné? Ils m'ont subventionné et ils soutiennent, en fait. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout, d'Alune. Ah, d'accord, donc ils te gèrent? Ils me gèrent. J'ai un agent depuis 2017, donc qui s'occupe de tout, mais ma communication, qui s'occupe de tout ce qui est projet d'exposition, les ventes des tableaux. Et ça a été quand ça? C'était depuis 2017 qu'on travaille ensemble, qu'on s'est rencontrés à la Biennale de Dakar, donc ils m'ont contacté et depuis ce temps, ils sont en train de travailler. Ça se voit, ils font du bon travail. Ils font un bon travail, donc Gary qui est mon agent, qui est ici à Paris, qui gère très très bien. Et aujourd'hui, quand je vois... Il gère très bien parce que quand on est parti à ton expo, il y avait du champagne à gogo. Alors moi je te dis, il gère très bien. Non, on a été très bien. C'était de la classe, ouais. C'était vraiment dans le 3e classe. Puis en plus, c'était tellement différent. On était dans le 3e arrondissement et on a l'habitude de voir, bon, je dis, l'art c'est l'art. Chacun sait. Mais là, on voyait des choses colorées. On avait l'impression d'être dans le passé en même temps. La couleur Afrique. Enfin, il y avait un espèce de brassage et de mélange. Et la kora à côté. Et oui, il y avait de la Corée. La kora. C'est un instrument. C'est un instrument. Ouais. Et c'est comme si quelqu'un était arrêté et jouait du violoncelle, sauf que c'était de la kora, donc c'était africain. Ouais. Et c'était un décalage, tu sais, dans le 3e arrondissement. C'était vraiment. C'est ça, Lune. Ouais. C'est ça. Je fais toujours des choses en fait que les gens n'ont pas l'habitude de faire. J'ai apporté quelque chose en moi en fait, vraiment quelque chose. En fait, que ça soit plus de vernissage où on est là avec des vestes costards et qu'on fait des trucs. Donc là, c'est un métissage culturel. Oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient en tenue africaine, qui voilà, sont venus voir. Ça. Il y avait des gens aussi en costume, il y avait des Européens. Effectivement. C'était deux mondes. C'était vraiment... tu avais l'impression d'avoir, par exemple, des Africains et tout, et des monsieur, madame, prout-prout. Voilà. Pour résumer le tout. C'était ça, ouais. Ouais, il y avait ta belle famille et ta famille. Voilà, c'était ça. Donc c'était très très bien, c'était un mélange culturel, tout le monde était là et oui, aujourd'hui ces moments de galère, je me rappelle toujours. Et je me dis toujours que chaque personne a son propre parcours. Et chaque personne aussi doit laisser quelque chose dans la vie, une empreinte. Et moi, dans mon domaine, je vais essayer de le faire jusqu'à ce que quelqu'un on pourrait dire que même maintenant, tu y es parvenu, parce que c'est quand même quelque chose... Tout le monde dit, hein, moi j'ai lu un peu... D'ailleurs, je suis même en train d'écrire un papier sur toi. J'ai lu des commentaires et tout le monde dit que c'est une touche nouvelle, hein, quand Effectivement, ouais. C'est ce que les gens disent. Donc, même, c'est comme la perle, une perle rare qu'on viendrait découvrir. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un peindre avec ses pieds. Non, peindre avec son âme. Ben, c'est ça, hein, parce que même mon agent qui est souvent à la galerie, avec mon assistante aussi, il y a des personnes qui reviennent 3 ou 2 fois tout le temps dans l'exposition. Pour te dire, je suis d'accord avec toi, parce que même moi, j'avais décidé de retourner voir avec ta fille. Franchement, ça me ferait plaisir. Vraiment. Ouais, ça me ferait. Vraiment. Je m'étais dit... En fait, j'avais tellement aimé, puis il y avait tellement de monde. La première fois, je me suis dit, je vais repasser tranquille. Tu sais, quand il n'y a pas grand monde, pour plus apprécier. Parce qu'il y avait vraiment du monde quand même. Il y avait du monde, ouais. Et moi, qui suis quelqu'un qui ne reste pas longtemps, généralement, je suis restée assez longtemps. Tu vois, c'est vraiment que ça m'a plu et que j'essaie de comprendre ta manière de faire. Le fait que je m'approche, que je recule, que ça change, ma vision et tout, ça m'a intriguée. C'est un travail que je fais, la double vision. De près, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, de près, il faut que tu vois tout ce qui est abstrait, les détails, les signes, tout pour identifier à peu près de quoi ça parle. Dans les portraits aussi, on voit beaucoup le regard, les yeux des gens, l'expression est aussi très intense. Tu travailles beaucoup sur le regard. Des fois, on a l'impression autour du dessin, c'est un peu moins, tu vois, c'est nuancé, parce que c'est nuancé, mais le regard, tu l'intensifies. On le voit vraiment. Des fois, on a l'impression de voir de la joie. Des fois, on a l'impression de voir un peu de la tristesse. Selon le portrait. Justement, parce que je travaille en fait sur des collections. Déjà, la plupart des artistes, ils ont l'habitude de faire des séries. Ils disent que oui, ça, c'est une série. Et moi, comme j'ai toujours voulu en fait casser les codes, je dis non, je veux plus que mes tableaux soient des séries. Parce que série, c'est de façon
mécanique. Ouais, et puis ça se ressemble. Voilà, l'artiste fait des choses qui se ressemblent tout le temps répétitif et après il dit c'est fin, c'est fini. Et moi, ma collection, c'est une collection pour moi. Tu veux qu'elle évolue selon ton humeur. Effectivement. Et pour donner ça comme un Picasso. Voilà, pour donner ça. Donc, comme j'aime beaucoup casser les codes, donc je suis arrivé à ça. Donc, il y a une collection qui s'appelle Renaissance, qui s'appelle Renaissance avec des collections du collage, tout ce qui est patchwork, avec des tissus, tout ça. Ah là, c'est plus que de la peinture, c'est-à-dire que tu mélanges des matières. Et il y a une collection qui s'appelle collection Mémoire, qui parle des vieilles images là, du Sénégal de 1800, que je fais de façon de nos jours aujourd'hui. Et après, je fais aussi une autre collection qui s'appelle les scènes de marché africaines sénégalaises. Donc, pourquoi ça? C'est que la plupart des femmes sénégalaises ou africaines travaillent beaucoup. Donc, elles sont toujours de 5 heures du matin dans les rues pour vendre leurs produits au marché jusqu'au soir pour apporter la dépense quotidienne de la maison. Et la plupart, ces hommes qui sont en retraite ou bien qui n'ont pas de travail. Ou alors des personnes qui sont assez âgées. Ouais. Souvent, il y a des grands-pères. Effectivement. Voilà, ou quand dans la famille, les hommes sont partis à l'étranger. Effectivement. Il y en a beaucoup aussi. Donc, les femmes sont obligées, pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille, d'aller travailler très tôt au marché, de vendre des beignets. Il faut expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'ici, c'est pas trop comme ça. Des beignets, diverses choses... des oignons, enfin un peu de ce qu'ils ont cultivé aussi, pour subvenir à leurs besoins. Pour subvenir dans des conditions très compliquées, parfois dans la canicule, souvent la pluie sous la pluie. Très chaud. Voilà, donc du coup, c'est ces femmes-là. Un jour, avec ma double culture que j'ai vue aussi, parce qu'étant arrivé en France aussi, j'ai beaucoup de regards envers l'Afrique, envers le Sénégal. Je prends tout ce qui est bien de l'Afrique, tout ce qui est bien de France pour les mixer aussi, pour faire ce brassage culturel. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aussi valoriser ces femmes-là. Ces femmes. Il y a une douceur, tu as une douceur envers la femme. Hein. On le voit dans tes portraits. Il y a une douceur particulière. Justement, tu parles, à travers tes portraits, on voit leur souffrance. C'est pour ça que je te disais des fois, on voit dans leur regard, ils ont le bébé dans le dos et on voit la tristesse. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a ces bébés-là dans le dos, il n'y a pas de soutien. Elles se débrouillent seules. Elles marchent des kilomètres pour vendre leurs produits. Ou alors pour aller prendre de l'eau. Voilà, tout ça. Donc c'était pour les valoriser en fait, pour dire que maintenant, pourquoi pas qu'on puisse moderniser les maisons aussi pour que les couples s'entraident. Et tu montres aussi que ça a une certaine beauté, ça montre à quel point la femme en Afrique peut être solidaire de la famille aussi. Effectivement, ils sont très très solidaires. Elles se mettent un peu au second plan. Se mettent au second plan. Ils font des tontines, une sorte de prêt, je ne sais pas comment on les dit, pour s'en sortir. Elles se regroupent et après il y en a une qui a le... chaque fois, il y en a une différente qui prend la somme. Oui, je donne l'exemple. Parfois aussi, ma mère vendait ses colliers en or pour moi. Pour m'aider, pour acheter. Des cadeaux de mariage, bien souvent, les colliers en or, ce sont des cadeaux. Donc souvent, elle vendait ça pour m'aider, pour ne pas trop demander non plus beaucoup à mon beau-père. Parfois, ça lui arrivait à vendre tout ça. Donc tu vois. Donc, la fierté de la femme africaine. Et voilà, donc je vois beaucoup de choses sur ça et c'est pour ça que cette collection rend hommage aux femmes africaines. Après les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que j'ai un parcours un peu compliqué aussi, très mouvementé. Donc, je parle des enfants africains souvent, parce que même en Europe, même mes enfants qui sont nés ici, quand ils voient les Africains, par exemple, les enfants africains, tu dis, mais les pauvres, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas rien et tout ça. Mais on voit quand même dans tes portraits qu'ils jouent avec rien. Et effectivement, c'est ce que je disais. Ils jouent avec rien. Et je dis à toujours mes enfants, moi j'étais comme ça, et j'étais très heureux en fait. Parce que quand tu connais pas autre chose, tu te contentes de ce effectivement, que tu as. Donc du coup, même si on avait que des chaussures à 1 euro, on était très très bien. Même tu vois des pneus, des enfants qui jouent avec des pneus, qui jouent avec des bâtons. Tu retranscris un peu tout ça. Effectivement, donc je fais tout ça pour montrer que malgré ces enfants n'ont pas de chaussures et tout, mais ils ont une joie de vie magnifique. Et ils vivent tranquillement et que ici, les enfants se contentent de DS, de PlayStation 4, de 3. Ici ils ont tout, mais ça leur suffit pas forcément. Voilà, ils
râlent beaucoup et tout. C'est un peu l'inverse. Et c'est ce que je dis même à mes propres enfants qui sont ici. Je dis, je vous amène en Afrique. Ouais, mais après, quand... mon père a fait ça. Ça marche pas. En gros, pour les punir, Mon limite, père ça marche même pas. je t'envoie à l'STT, je t'envoie au bled. Ouais, voilà. Non, mais ta fille, j'ai quand même vu la différence. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je me faisais chicoter tous les jours. Hein. Ah Dès ouais. qu'il voyait un film Kunta Kinte, parce qu'on parle de racisme ici, hein, mais quand il voyait Kunta Kinte ou Shaka Zulu là-bas, je peux te dire, j'en prenais pour mon grade. Hein. On était 100 et j'étais peut-être la seule. Moi et ma soeur, on était 2 dans l'école. C'était une école publique, 100 par classe. Et je peux te dire que dans la cour, je m'en mangeais. Hein. Ouais, de 80 personnes dans les classes, 60 personnes, tu vois, c'est... Alors que ici, donc, du coup, c'est... Et en plus, cette ambiance-là, et pour te dire quelque chose, hein, dans les récréations ou dans les écoles au Sénégal, pendant les récréations, il y a plus de 3000 élèves. Exactement. Et il n'y a pas d'animateur. Non, pour surveiller. Pour surveiller. T'imagines quand il y a une baston? Alors qu'ici, dans chaque école, il y a des animateurs périscolaires qui est là pour... juste, on est là pour les aider à faire, pour se débrouiller. Alors que non. Mais en même temps, ça t'apprend la vie. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup appris. Et je remercie aujourd'hui mon père parce que ça m'a beaucoup appris. Il m'a pas mis dans une école privée, il m'a mis dans une école publique et je pense que ça m'a construit. Effectivement, ça m'a appris à me battre. Effectivement. Ça t'a bien construit. Et même la plupart des artistes qu'on voit même, c'est des artistes qui viennent dans le milieu très difficile. Et en fait, c'est quelque chose qui te met dans la vie, en fait. Non, oui, c'est dur. Il n'y a plus rien qui peut te surprendre. Tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Voilà, ça crée une force en toi d'être passé par ça. Là. Effectivement. Et même tu vois les parcours des artistes, même français, qui sont devenus des top, tu vois leur parcours, tu sens qu'ils ont galéré au départ. Et c'est ça. Même moi, mon inspiration, c'est ça. Comme j'ai vécu beaucoup de choses. Je ne dirais pas aujourd'hui j'aurai des problèmes d'inspiration parce que tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu et tout entre la France et le Sénégal. Tu as tellement de choses à dire que tu ne peux pas manquer d'idées. Effectivement. C'est une richesse, tu as tellement de choses à retranscrire que tu n'as pas fini, c'est que le début. Quand tu es arrivé en France, est-ce que tu as senti, tu t'es senti intégré tout de suite? Oui, tout de suite. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très très ouvert. Donc dès que je viens, je suis à la rencontre des gens. Tu étais à l'aise? Bah oui, j'étais à la rencontre des gens. Je ne cherchais pas à comprendre. Je disais les gens dans la rue, salut, bonjour. Et ils te regardaient. Mes voisins me disaient, mais il est... bah voilà. C'est un artiste. Voilà. Et je dis, d'accord. La prochaine fois, je dis plus bonjour. Mais non, bon. tu vois la réaction? Non, c'est le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'il se dit quand même, c'est différent. C'est différent ici. Il a remarqué que finalement, s'intégrer, c'est pas être comme on est là-bas. Effectivement. S'intégrer, c'est faire comme les gens sont ici, c'est-à-dire il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir. Voilà. On peut être 10 ans l'un à côté de l'autre, c'est pas pour ça quoi. C'est malheureux. À Paris en particulier. Ouais, c'est la peur. Là ici ils ont peur. En fait, c'est la peur en fait. Ça se comprend de façon. Mais quand tu es né au Sénégal, par exemple, en Afrique de façon générale, on est tous dans la rue. Donc, on s'appelle tout le temps. L'autre qui se dit, allez viens crie, voilà, je viens manger. Tu vois, c'est ça. Quand tu es arrivé ici, tu dis tu t'es intégré. Mais t'as pas ressenti une tristesse? Alors crash. Voilà, parce que je suis arrivé déjà en plein hiver. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent ici. Il faut qu'on comprenne aussi leurs sensations, leurs sentiments. En plein hiver, la neige. Ouais, je suis arrivé Il n'a pas eu de chance. Ça pique. Je suis arrivé en octobre, donc dès qu'il commençait à être froid. Je me dis, hop là, c'est rien. Après, ce qui m'a choqué aussi de plus, c'est qu'on ne se parlait plus en tant que voisins. Il n'y a personne, il n'y a pas d'ambiance. L'ambiance sénégalaise, tout ça. Je me dis, oh là là. Du coup, à un moment donné, j'avais un problème d'intégration mentale déjà. Ouais, t'étais morose. Il fallait que je puisse... que tu craches. Voilà, il fallait que je puisse rentrer dans le moule. système. Voilà, tout en gardant quand même cet aspect, personnalité et énergie que j'ai ramené au sud du Sénégal. Et du coup, je suis allé voir des gens, partis par ça. Oui, écoutez-moi, je suis artiste, je suis sénégalais, je viens d'arriver, je veux voir des amis. Donc voilà, c'est comme ça qu'on m'a présenté un ami gambien, après une tunisienne. Tu connaissais personne ici Non, à part ma femme à cette époque-là qui était là-bas, mais je connaissais personne, il n'y avait pas de famille, il n'y a rien. Et du coup, un copain gambien, Lamine, qui m'a soutenu. Après, une tunisienne aussi. Tu t'es fait des amis en fait. Voilà, je me suis fait des amis et que c'était divisé à cette époque-là. Ma femme était dans son monde tranquillement, mais moi j'étais à la recherche des gens. Et du coup, quand j'ai eu mon réseau, j'ai travaillé dans tout ce qui était peinture, j'étais dans mon atelier. Mais d'abord, ton premier réseau, ça a été pour te retrouver toi, ici. Pour me retrouver une espèce de chaleur que tu n'avais plus. Et que tu as besoin indirectement et que tu as besoin aussi d'avoir. Voilà, c'est ça. Donc il fallait que je prenne les deux, tout en respectant aussi ici. Et ensuite, une fois que tu as retrouvé ton mental,
tu as commencé à démarcher pour tout ce qui suit. Ouais, tout ce qui suit, voir le maire, voir la mairie, comment je peux trouver un atelier, voilà, tout ça. À aucun moment tu t'es découragé? Non, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que Les rendez-vous, tu les avais facilement? C'était difficile, c'était très très difficile. Et il a fallu que je commence à rentrer un petit peu dans les écoles. Parce que tu t'appelles pas Dupont, hein, donc c'est pour ça que je te dis voilà, ça. Non, c'était compliqué. Je crache. Hein. C'est en ce moment-là qu'on m'a dit, écoutez, il y a un truc, la mairie cherche des animateurs, comment ça s'appelle encore? Périscolaire, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas rentrer là-bas. Ouais, ça a été un film. J'ai accepté, je suis allé, premier jour. Les enfants, tout le monde, à l'une, tout le monde. Je faisais des activités, donc jusqu'à ce que tout le monde m'adopte et tout, et que même la directrice de l'école entendait par les enfants du nom d'Alune, dit, mais dis donc, les enfants, ils t'apprécient. Voilà, ils t'ont beaucoup apprécié et ils parlent que toi, donc qu'est-ce qui se passe? Je dis, rien, je ramène juste mon énergie, la chaleur. Et comme ça, la mairie commence à m'identifier. Et après, il fallait que je fasse aussi une exposition. Et pour cette exposition, pour rentrer dans le système quand même, il a fallu que je sois... Par exemple, j'habitais à Vienne, qui est dans le département de l'Isère. Oui. Et Vienne, c'est là où on fait le festival Jazz à Vienne. Je ne sais pas si tu connais. Donc tu n'étais même pas du tout de Paris. Non, c'est Vienne. Hein. C'est dans l'Isère, c'est juste 20 minutes de Lyon. Ouais. Et un jour... Je me baladais dans le festival. Dans le festival, il y a des improvisations picturales, des artistes qui peignent directement en live devant le spectacle. Et du coup, l'organisateur me dit, mais il paraît que que tu peins. Je dis oui. Il dit, mais est-ce que ça te dit de venir demain pour peindre? À cette époque-là, je dessinais avec les mains, je faisais beaucoup de... Tu as saisi l'opportunité. Voilà, donc je dis oui, pourquoi pas. Je me dis, mais je ne peux pas me mettre dans le programme parce que le programme, ça a été fait depuis presque des mois. Mais quand même, pour toi, voilà. Et du coup, je suis parti à la maison. Le lendemain, j'ai fait ma petite sieste pour avoir un petit peu d'idée de ce que je vais faire. Au moins, il crache, il fait sa sieste et tout. Je suis arrivé. Ils m'ont donné tout ce qu'il fallait faire, la peinture et tout. J'ai dessiné, j'ai fait un tableau très grand. Et après, je suis retourné chez moi, tranquillement. Le lendemain, 2 jours, 3 jours, les gens me disent, c'est le député français Erwan Binet qui a acheté le tableau. Ah, il a apprécié. Qui a acheté le tableau. Donc, c'est là où ça a commencé, en fait. Il l'a acheté et puis il valait combien à peu près? À peu près, ça valait 300, 400 euros. Ah, quand même, hein. Propre. Ouais, 300, 400 euros. Pour une première. Ouais, 300, 400 euros. Et automatiquement, ça fait le tour de la ville. Les artistes disent, ah ouais, c'est lui, pourtant il n'était pas dans le programme. Il a fait... Ça a plu tout de suite. Et voilà. Et du coup, l'organisateur, c'est lui qui était un galériste aussi, qui vient me dire, écoute, viens. Il y a de la monnaie à faire avec toi. Ouais, il a compris, ça partait vite. Il y a l'argent qu'il faut sortir. Il dit, le député, il adore ton travail. Et voilà, moi aussi j'adore. Ah, mais c'est impressionnant. Voilà, donc j'ai un parcours très grave, donc très bien quoi en fait. On peut dire que c'est pas que de la chance, hein, c'est vraiment le talent. C'est le Là, il y a des fois, il y a des artistes, c'est de la chance. C'est l'histoire, tiens, je suis là au bon moment, au bon endroit, tu vois. Là, c'est vraiment le talent. Effectivement, parce que j'étais pas programmé déjà et que parmi ceux qui sont programmés n'ont pas vendu leur tableau. Et moi, j'étais pas dans le programme et mon tableau était vendu le premier. Et du coup, on m'a dit, t'as des tableaux? Je dis, ouais. Il m'a dit, on programme une expo. Et cette exposition m'a lancé à Vienne. Et c'est là où le maire de Vienne est venu me voir. Il me dit, qu'est-ce que tu peux apporter pour la ville et tout. Une touche personnelle. C'est là où j'ai commencé à créer une association à cette époque-là qui s'appelait Art Partage. Donc, c'est-à-dire partager l'art avec les personnes âgées et les enfants aussi. Et je l'ai fait avec la ville de Vienne qui m'avait donné un atelier. Ça a été un bon filon. Ça a été un bon filon. Et au moment donné, en 2013, quand j'ai créé mon style de peinture, c'est en ce moment-là que j'ai stoppé l'association parce que je ne pouvais plus assister à tout ça. Assumer les deux. Les deux. Et c'est comme ça que la ville de Vienne m'a adopté, et même ainsi de suite. Jusqu'à présent, le maire de Vienne m'appelle pour une exposition. Normalement, au mois de mai, ils vont organiser toute une exposition uniquement pour moi, pour rendre hommage à l'artiste.
Et je voulais savoir, la nationalité française, tu l'as eue à ton mariage? Ouais. Dès que tu t'es marié, c'est peu de temps après? C'est toi qui l'as demandé? Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, il y a deux moments. Parce que quand on arrive en France, déjà, on donne par exemple un titre de séjour. Non, même pas titre de séjour. Un visa. Oui. Donc, les visas, on ne peut pas travailler avec. Donc, parce que quand j'étais là-bas, il fallait que je travaille en intérim ou autre chose. Je suis resté quand même 1 an sans travailler parce que à chaque fois que j'allais dans une boîte d'intérim, on me dit oui, mais où est le titre de séjour? Vous avez que. Donc ça te bloquait? Ça me bloquait pour travailler déjà. Donc je suis resté. Donc même si tu as envie de travailler, des fois tu ne peux pas travailler parce qu'on ne t'autorise pas à travailler. La boîte d'intérim me disait non. Donc quelque part, si tu veux travailler en France et que tu n'as que ça, tu es obligé de travailler au noir. Effectivement. Et il ne fallait pas que je le fasse. Donc du coup, c'est 1 an. Je n'ai pas travaillé, mais j'étais sur mes tableaux. J'étais sur mes tableaux, je faisais des portraits à domicile. Que tu vendais? Que je vendais aussi pour subvenir à mes besoins. Et après, ils m'ont donné un visa d'1 an. Et du coup, à chaque fois, le renouvellement, c'était compliqué. C'était compliqué. Et à un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui travaillait à la mairie. Il m'a dit, mais vous êtes en France depuis combien de temps? J'ai dit depuis presque 2 ans, 3 ans. Il me dit, mais... Mariée à une Française. Voilà, mariée française, vous avez le droit de demander quand même. Et en fait, tu ne l'as pas... En fait, tu l'avais pas envisagé. C'est juste quand tu as été bloqué que tu as envisagé de prendre la nationalité, la double nationalité, pour pouvoir travailler et faire tout ce que tu as besoin. Effectivement, il fallait qu'on fasse ça parce que je ne pouvais pas rester ne pas travailler non plus. Et il y a aussi deux choses. C'est le cas de pas mal de gens. Voilà, il y a 2 choses aussi qui s'est passé. C'est que la France m'a adopté aussi en tant qu'artiste, parce que quand je suis arrivé... C'est pour ça que je parlais de la nationalité. Voilà. Je suis venue à là. Est-ce que c'est plus facile, justement, quand la France t'adopte en tant qu'artiste, d'obtenir la nationalité ou pas? Dépend. Est-ce que quand la France t'accepte en tant qu'artiste, le fait que tu sois artiste, est-ce que ça t'a facilité la vie pour avoir... Non, pas du tout. Parce qu'en fait... la nationalité. Pas du tout. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'étais quelqu'un de très, très, très actif dans la ville de Vienne. J'avais beaucoup d'articles depuis 2012. La ville de Vienne, les journaux parlaient de moi. Je suis sorti dans les magazines là-bas. Donc, tu étais médiatisé. J'étais très, très médiatisé dans la ville. Ça correspond à ce que je viens de dire. Tu sais pourquoi je te dis ça? Il y a pas mal de gens en France qui travaillent depuis des années, qui ont des cartes de séjour, qui travaillent au noir, ou qui travaillent, en tout cas qui travaillent, et qui n'arrivent pas forcément à obtenir la nationalité. Non, moi je l'ai eu 3 ans. Et même des fois, quand tu es marié, même des fois, tu as certaines difficultés parce que maintenant, ils facilitent plus vraiment la chose parce qu'ils pensent beaucoup au mariage blanc. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de mariages qui n'étaient pas forcément vrais. Enfin, pour avoir les papiers. Pour avoir les papiers. Et du coup, ça devient le parcours du combattant, donc c'est beaucoup plus compliqué. Pour ces gens-là, c'est difficile de s'insérer, mais la plupart des gens travaillent, donc ils travaillent au noir. Toi, c'est parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as été médiatisé, tu as été accepté, et le fait que tu travailles beaucoup pour la France, c'est-à-dire pour des expositions, pour des peintures, que tu atterrisses dans les magazines et tout, ça a été un plus. C'était un plus, c'est parce que moi, je suis en fait, j'ai fait cette comparaison un petit peu avec des amis aussi que j'ai connus et qui sont venus avant moi même, qui n'ont pas encore eu leur nationalité. C'est pour ça que je te dis, par exemple, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas qui sont comme ça, mais en fait, c'est normal parce que quand tu es dans un pays aussi, il faut que tu t'intègres et que tu travailles. Moi, en fait, je regardais même pas ce côté papier-là. Je suis venu, je me sentais français, je me sentais sénégalais. Tu te sentais français. Mais tu sais qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont intégrés, c'est-à-dire qui s'habillent, qui sont intégrés comme il faut et tout ça, et qui font le parcours du combattant. Et pourtant, qui ont des amis, des petites amies françaises, des fois même enceintes ou pas, et qui ont le parcours et qui le vivent très très mal. C'est peut-être en fait moi avec mon parcours peut-être comme là on peut parler de chance par contre. Chance, Là je viens plus au talent, je parle de chance. C'est le collier du coup. Parce que là quand c'est le gris-gris. C'est le gris-gris. En plus c'est un porte-bonheur. C'est pour ça. Donc voilà, donc c'est une chance quand même parce que 3 ans de vie en France, donc même ma nationalité n'a pas duré comme la plupart des gens aussi. Donc vraiment, ça a été vite fait, ça a été très très vite. Est-ce que je te parle de ça? Il y a des gens, par exemple, même à Montreuil, qui sont là depuis 30 ans, qui travaillent depuis 30 ans, qui n'ont toujours pas la nationalité. Parce que moi j'ai eu cette chance-là. Et
aussi parce que je pense que c'est mes activités aussi. J'étais président d'une association, j'ai fait beaucoup de choses pour la ville, les écoles, les élèves. Donc je pense que c'est tous ces travaux-là, je pense aussi qu'ils ont remarqué et qu'ils ont vu aussi. Exactement. Mais il y a eu quand même pas mal de chance. Ouais, non. Est-ce que tu regardes les médias? Oui. Les médias, tu regardes quel type de médias? Alors, je regarde les infos déjà parce que moi, le travail que je fais, en fait, j'ai besoin d'avoir toujours source d'inspiration. Des informations, qu'est-ce que ça passe dans le monde, où les gens parlent de quoi et tout. Voilà, donc souvent les infos et quelques émissions. Donc, pour les infos, il y a un moment donné, je ne regarde plus. Pourquoi? Parce que dès qu'ils parlent de l'Afrique, c'est la misère. Ah ouais. Dès qu'il y a des choses qui sont bien en Afrique, en fait, on les montre pas. On les voit pas, on l'entend pas. Mais dès que c'est le Sénégal qui fait des manifestations ou soulèvements pour faire sortir le président, tout le monde en parle. Tout. Les documentaires aussi. On parle des enfants qui vivent dans les misères. On parle des images. Et on ne montre pas les côtés un peu plus... Le côté positif de ce qui se passe en Afrique. On est très bien, les gens, ils sont très bien là-bas. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à montrer. C'est pour ça les enfants ici, quand ils sont dans les écoles, ils me posaient la question, oui, comment t'es fait pour venir? Est-ce que vous supportez des habits? Est-ce que tu portais des habits? Oui, la question principale des enfants en France, c'est est-ce que c'est comme dans Kirikou? Non, mais je te jure que c'est vrai. Mais c'est ce qu'ils posent, parce que c'est ce qu'ils voient ici. Et du coup, j'ai boycotté les infos. Donc ça t'a pas convenu. Ça m'a pas convenu. Ça allait pas dans ton sens. Ouais. Tu t'es dit, on raconte un peu ce qu'on veut. Bah oui, on raconte ce qu'on veut. Et toujours sur un problème, parfois un problème qui n'est pas un problème. On en parle toute une journée. Et du coup, ça... Pour toi, c'est pas... Alors, c'est un problème pour certains, mais pour toi, c'est pas vraiment un vrai problème parce que tu as connu pire, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être c'est ça. Et du coup, il faut aussi qu'ils montrent les vraies images de l'Afrique. Ouais, c'est ça, moi, ce que je veux. Les festivals qui se passent là-bas, les artistes qui sont bien, les artistes dans les rues, les talents qui sont là-bas, tout ça. C'est ça qui est plus important. La joie de vie. La joie de vie, faire des documentaires sur ça, mais aller voir juste sur... Que la pauvreté. La pauvreté, de rentrer dans un coin de Dakar où les gens vivent. Un bidonville, tu veux dire. Voilà, bidonville, juste pour montrer ça. Et qu'après, les enfants d'ici pensent que l'Afrique est tous comme ça. Et même des amis qui sont en Italie qui me disent, mais tu sais quoi qu'on nous dit? Que vous dormez dans les arbres. Comment vous avez fait? Est-ce qu'il y a l'avion qui... Est-ce que vous avez pris un avion? En fait, ça te dérange. Ça me dérange parce que je suis un artiste engagé. Moi, je suis là pour, comme l'émission, Crash le venin. Crash ton venin, voilà. Tu craches. Voilà. Moi, ça ne te plaît pas. Je crache tout, ça ne me plaît pas du tout. Que les gens parlent de mauvaises choses sur l'Afrique, alors qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses positives. Bah, oui. Est-ce que tu as suivi un peu le parcours des Gilets jaunes? Tu as entendu parler de la manifestation qui a eu lieu ce dimanche, le 17, aux Galeries Lafayette. Ils ont bloqué la Galerie Lafayette pour bloquer la consommation. T'en penses quoi? C'était leur 1 an, hein. Ça fait 1 an qu'ils manifestaient, c'était pour marquer le coup, ça fait 1 an. Alors la dernière fois, Timothée Poissonnet nous disait que c'était obsolète. Eh ben non, pas du tout. Ça continue, ça va continuer. Hein? Alors, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. Mais le fait qu'ils revendiquent qu'ils arrivent plus à survivre, etc. Je peux comprendre que la plupart ici vivent dans des conditions très difficiles. Très, très difficiles. Donc ça, c'est les politiciens. Comme je dis toujours, je ne crois pas aux politiciens. Oui. Et que c'est les politiciens qui doivent penser aux populations, au peuple, au lieu de penser à eux. Ils roulent dans des voitures climatisées à 200 000 euros, alors qu'il y a un ami qui est là-bas, qui est paysagiste, qui travaille dans le neige, et qui est payé à 1 500 euros. Oui, alors que son métier est très dur, c'est ce que tu veux dire. Oui, qui est très dur. Donc oui, je suis de ce côté-là, je suis sur ton ami, les Gilets jaunes? Non, j'ai pas d'amis en Gilets jaunes, mais j'accepte leur choix. Vu la Rolex au poignet, non. J'accepte leur choix et oui, je dis au gouvernement de regarder aussi le coût de vie en ce moment, les factures,
tout. Même avec 2000 €, tu t'en sors pas vraiment. Alors imagine-toi. C'est dur, c'est très très dur. Donc il faut qu'ils pensent au peuple. Il faut que voilà qu'ils soient là aussi parce que voilà depuis leur élection c'était nous qui sommes là, c'est nous. Mais après quand ils sont au pouvoir ils nous oublient. Alors pour toi les politiciens ils promettent monts et merveilles et puis après ils font plus rien. Quoi, bah oui en fait c'est la parole d'une politicienne. Là, tu veux dire quoi? Politicien également songe. Parce qu'en fait, il y a un exemple. Ouais. Par exemple, il y a quelqu'un qui était là-bas, soi-disant un fou. Donc, quelqu'un qui n'a plus de connaissances, en fait, du côté psychologique. Ouais, psychologique. Voilà. Donc, du coup, il a vu, en fait, un accident. C'est juste un exemple. Il a dit, dans un accident, presque tout le monde est mort, sauf une seule personne qui dit que non, revenez, je suis pas mort pour que vous me souteniez. Mais je ne l'ai pas cru parce que c'est un politicien. Donc même le gars est sur le point de mourir. Il ne le croit pas. Il ne le croit pas parce que c'est un politicien. Donc il dit je ne l'ai pas sauvé parce que c'est des paroles de politiciens. Donc du coup, ils ont toujours une parole. À chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils le changent. Et voilà. Et c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Mais moi, ce que je condamne, c'est les casseurs et tout, ce qui se passe derrière. C'est pas pour la casse. Voilà. Donc, moi, je peux dire que oui, on peut manifester tous, tout ton truc, mais pas... Et tu condamnes la manière dont la police agit vis-à-vis des Gilets jaunes et tout ce qui s'ensuit pendant les manifestations? Oui. Les flashballs, oui, tout ça. Oui, c'est ça. Parce que quand c'est une manifestation, je pense que la police peut les encadrer pour que ça ne déborde pas. Mais après, quand ils commencent à être un peu plus blessés, violents, là, ça devient plus d'une protection. Parce qu'ils sont là pour protéger. Pour prendre l'exemple que tu as pris des médias par rapport à ce qu'ils disent de l'Afrique. Quand tu les regardes, c'est chiant parce qu'ils parlent que des mauvaises choses et à chaque fois, ils font pas part des belles choses qu'il y a. Tu penses pas que les médias peuvent faire ça aussi par rapport au mouvement des Gilets jaunes et faire en sorte que tout le monde, à chaque fois qu'on en parle, nous dise en fait, on est avec eux, mais le problème, c'est les casseurs. Mais le problème, c'est les casseurs. Oui, mais enfin... Ce serait aussi à cause des médias qui, eux, ciblent sur ça et qui, comme pour l'Afrique, détournent les choses. Et aussi dire que c'est dangereux. Du coup, les gens ont peur et n'osent plus aller manifester. Clairement. Parce qu'on nous dit c'est dangereux. Mais attendez, on a le droit. Manifester, c'est un droit. C'est un droit. Et en fait, en nous relayant tout le temps, oui, c'est dangereux, oui, ça fait ça. Je pense que les médias aussi instrumentalisent, même vis-à-vis des policiers, ce qui se passe. Clairement. Il y a eu des blessures, mais ils en font tellement que les gens n'osent même plus aller manifester. Ben oui, clairement. Parce que quand on voit les médias, par exemple ce week-end, donc on a parlé H24, le matin jusqu'au soir, et on parlait que des choses violentes. Alors que le but juste des Gilets jaunes, c'était de bloquer la consommation. Ils ne sont pas d'accord avec le système de la consommation. Il y en a combien de milliers qui faisaient rien, qui étaient juste là en train de manifester, et on n'a même pas parlé d'eux. Ben oui, même pour positiver les choses, ils pouvaient même aller faire un documentaire sur la vie des Gilets jaunes. Même, c'est pas un problème de dire qu'on les valorise ou pas, mais c'est juste pour montrer ce côté positif. Mais de toute façon, c'est aussi un problème politique. Ouais, c'est politique, comme je dis toujours. Ça les arrange pas. Ça les arrange pas parce qu'ils savent que si on fait ça, pour eux, c'est pour les médiatiser, c'est pour les donner une bonne vision des choses. Et du coup, ils ne sont pas d'accord. On va parler politique, on va parler de Balkany. Tu sais que sa remise en liberté, elle a été refusée finalement. Il n'a pas réussi à avoir les 500 000 €, donc il reste. Mais c'est pas tout, il a encore des problèmes. Alors je te disais la semaine dernière qu'il avait eu des problèmes avec la LDNA, la Ligue nationale défense noire africaine. On en avait parlé. Par rapport à des propos qu'il avait tenus. Durant l'émission à Douala. Exact. On en avait parlé. Moi j'avais parlé d'une vidéo qui avait circulé. Figure-toi que c'est passé à CNews, à BFM, et on n'a jamais parlé de cette vidéo. Alors que moi, je l'avais vue et je en avais parlé ici. Je me souviens de la vidéo. À Crash ton venin. Où il disait repartez dans vos banlieues ou je sais pas quoi. Et on voyait carrément Monsieur Balkany agresser ce membre de la Ligue de défense noire africaine. On le voit, il le moleste carrément. Donc on voit que lui ne réagit pas et personne, parce que cette vidéo elle a circulé, mais personne, on a tous fait comme si c'était Balkany qui s'était fait agresser, enfin on a inversé la chose. Donc il y a eu, ses membres ont porté plainte à Nanterre, au tribunal de Nanterre, et le procès a été reporté 2 fois.
Il aurait dû être fait le 15-10 et là il a été reporté pour le 25-11. Et tu sais pourquoi? Pour vidéo non exploitée. Et en fait quand ils sont arrivés, quand M. Balkany aussi a porté plainte et que les membres de la LDNA ont été, ils sont restés en garde à vue un petit moment, ils avaient leur portable et on leur a confisqué. Et quand ils sont ressortis, les vidéos avaient disparu. Donc ils accusent un peu aussi, le mouvement accuse aussi un peu le pouvoir, la police de Levallois d'avoir... mais malheureusement pour eux, ils avaient un 4e téléphone et on avait vu la vidéo. Donc voilà, je t'avais dit que j'allais me renseigner, je me suis renseignée. Et M. Balkany, normalement, n'a pas fini d'avoir des problèmes puisque le 25-11, normalement, il devrait être jugé pour ça aussi. Donc il a encore le temps de nous écouter en cellule. Donc on peut dire que les politiques ne sont pas toujours tout blancs. Ben oui. Et ce qui est marrant, c'est que Madame Balkany a présidé hier à Levallois, comme si de rien n'était. C'est quand même, ça rejoint ce que tu nous dis. Elle a présidé Levallois sans avoir d'encombre. Effectivement, on lui alors donne la où va la moralité, le contrôle? Est-ce que les politiciens pour vouloir, veulent tellement tout contrôler qu'ils ne font même plus attention à leur image. Ça voudrait dire que le peuple, ils ne le prennent plus du tout en considération. Donc, ça remet en cause aussi la justice. Il y a quelque chose à revoir. Ils reviennent au peuple quand ils ont besoin de nous. Quand ils ont besoin. Pour les votes. Pour les votes. Donc, on va parler aussi de M. Salif Keïta, tiens. On va parler, puisqu'on est parti dans la politique, on va enchaîner. D'ailleurs, après, on a une petite musique de Salif. Si tu veux, tu la mets avant. Bon, comme tu veux. Non, mets-la avant. On se met une petite... un petit peu, mets-la avant. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, pardon. Salif Keïta, Y'a mort. De retour dans les plateaux d'IRM.radio, crache ton venin avec Koro et ta fille. Ouais, on est là avec notre invité artiste peintre Alioune Diagne. Et non des moindres. Et d'ailleurs, on passe une très bonne émission. Et je tiens à vous rappeler, chers auditeurs, qu'il est midi 21. Ouais. Alors, on allait parler de Monsieur Salif Keïta qui perd le contrôle. Qui perd son contrôle. Alors, il perd son contrôle. Il a traité Monsieur Macron, notre président, le président français, de petit con. Oh, petit con. Alors, ça devient hallucinant. Même si c'est vrai, il n'a pas le droit. Non, la par contre... Alors, il s'est adressé d'abord, il faut expliquer le contexte, il s'est adressé au président malien, M. Ibrahim Boubacar Keïta, en lui disant qu'il ne comprenait pas son attachement pour la France, vu ce qui se passait. Il accuse la France, entre autres, d'être la complice des attaques au nord du Mali et de payer des milices pour faire croire à des attaques de djihadistes. D'accord. Alors, ton avis là-dessus, penses-tu que M. Salif Keïta a tort? Alors tu craches. Parce que moi, j'ai craché pas mal de fois ici, n'est-ce pas? Elle fait chier ta question quand même. Pendant l'émission à Siaka, Doucouré, pendant l'émission à Dawala, moi j'ai craché. Moi ça me va, je suis pas invité. Thierry Samitié. Je sais. Okay. Alors là, c'est vrai. Alors je vais dire. Soyons honnêtes. Donc pour sa réponse, c'est vrai que c'est pas le mot qu'il fallait, mais... Allez. Je suis d'accord d'un côté. Pourquoi? Explique. Crash. Pourquoi? Parce que je dis qu'en fait, l'Afrique doit être réglée pour les Africains. L'armée française n'a pas à intervenir en Afrique. Donc moi, je suis sur la retraite de l'armée française carrément partout en Afrique, que l'armée française revienne en France, gérer la France et laisser aux Africains gérer leur propre histoire. Moi, je suis d'accord sur ça, ce qu'il a dit, parce que moi, je suis sur le retrait de l'armée française, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali. Mais plus profond que ça, Crash, pourquoi tu es d'accord avec ça? Parce que je peux dire en fait que entre Africains, on peut régler pas mal de choses, mais tant qu'il y a la présence de la France, c'est là où ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a une histoire de profit? Si, parce que je dis à tout le temps que l'Afrique
une grande richesse. Une grande richesse. Des grandes ressources naturelles. Et c'est la France qui a, c'est l'Afrique qui a fait ce que la France est devenue. Parce que je l'ai dit toujours. Ah, mais ça, les Français n'en ont pas conscience. Ils veulent pas l'accepter. Moi, je non, c'est pas qu'ils veulent pas l'accepter. Attention. On leur explique pas. C'est pas expliqué. Effectivement. Donc moi, je leur jette pas la pierre. L'Afrique. T'as énervé Coro. Non, c'est pas ça. Ouais, l'Afrique a participé et je peux même dire à 70%. Pourquoi? Parce que toutes nos ressources qui étaient en Afrique sont tous venues ici. Ça, il faut le dire. Oui. Les usines qui sont en Afrique sont tous exploitées en Afrique et l'argent, tout le profit, les bénéfices reviennent en Europe. Pourquoi je dis ça? Mais tu sais que même les CFA est fabriqué en Europe. Voilà, c'est ça. Et ça, pas grand monde le sait. Et ils ne veulent pas. Macron, quand il voulait être président, il nous avait dit, quand je serai président, on va parler de ce franc CFA pour que l'Afrique puisse avoir sa propre monnaie. Et quand il est venu, on n'en parle plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un secret... En fait, il a fait des promesses en l'air. Voilà, c'est ce qui énerve un peu tout le monde. Pour le côté franc CFA, il y a un secret qui se passe, que la France ne veut pas dire aux Africains et que la France ne veut pas aussi perdre. Crash. Voilà, ils ne veulent pas perdre ce profit-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de bénéfices, ça les rapporte des milliers. Bien sûr. Poutine nous a dit ça. Il a dit pourquoi... Il y a beaucoup d'échanges entre l'Afrique et les Russes maintenant. Effectivement, Poutine a dit pourquoi... Les Africains, en fait, les pays africains francophones, ils ont du mal à pousser. Et tout ailleurs, tout ça ce qui est francophone. Et après, on refuse en plus l'immigration. Effectivement, tout ce qui est anglophone, ça fonctionne très bien. Regarde le cas de Nigeria, qui est très grande puissance, parce que c'est l'Angleterre qui les a colonisés et tout ça, qui gère, qui les laisse beaucoup de... Est-ce que tu penses que la France est un peu hypocrite? Je peux dire ça. Et c'est en partie ce qui énerve M. Salif Keïta. Effectivement, c'est pour ça que je dis sur ces mots-là. Je le comprends très très bien, mais c'était juste pas le mot à dire. On peut dire qu'il a perdu le contrôle. On peut dire que dans le fond, c'est la réalité, mais dans la forme, il aurait dû l'exprimer autrement. Autrement, voilà, c'était ça. C'était parce que le fond, c'est tout à fait... Je suis parfaitement d'accord, parce que Mali, on sait depuis des années, il n'y a pas de problème de terrorisme. Et surtout que maintenant, au Mali, on a découvert en plus des sources d'uranium. Effectivement. Il y a eu des thèses par certains qui malheureusement sont décédés, et ça a prouvé le tout. Effectivement. Il y a le Sénégal qui a découvert... Ils ont beaucoup de pétrole en ce moment, des barils de pétrole, de gaz, de tout. Mais les Sénégalais ne peuvent pas l'utiliser, donc on ne peut pas nous soutenir pour qu'on puisse le mettre. En fait, ils ont des richesses qu'ils n'arrivent pas à mettre à profit pour eux-mêmes. Effectivement. Mais qui profitent à l'Europe. Et que la France pourrait dire, écoutez, pour vous aider, pour que aussi que vous restez chez vous, de quoi on vous donne les matériels qu'il faut. Que ça soit plus équitable. Voilà, vous retirez votre produit et après vous l'exploitez, tout le monde reste chez vous. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Il y a moins de racisme. Mais il y a ce côté de jalousie de l'Afrique. Est-ce que tu penses que c'est un côté jalousie ou est-ce que tu penses que c'est plutôt toujours le côté assez colonisateur? Peut-être il y a ça, mais même sur le côté physique des Africains, parfois ils disent mais c'est en fait, il y a quelque chose qui se passe en Afrique. C'est que il y a beaucoup de problèmes partout, mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est l'Afrique qu'on voit en avant. C'est l'Afrique qu'on met sur les médias. C'est l'Afrique qu'on parle. Si on parle d'immigration, on vise directement l'Afrique. Mais il y a des autres pays qui sont dans les autres pays qui font de l'immigration. Mais on pense directement à l'Africain. Si tu es en Africain, on dit oui, il est africain. Ouais, mais parce qu'il y a eu aussi beaucoup de migrants. C'est vrai qu'il y a eu des migrants d'autres endroits aussi. Il y a beaucoup d'endroits. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Afrique. C'est ça. Ouais, mais après, si vous étiez bien chez vous, la France n'aurait pas un Alioune Diagne. Effectivement. Et donc, du coup... Non, elle pourrait en avoir un. Non, je pourrais en avoir. Il y a beaucoup d'Alioune Diagne qui sont des artistes là-bas. Mais il y aurait moins de gens ici qui galèrent. C'est-à-dire que les gens resteraient chez eux parce qu'ils ont de quoi vivre. Non, mais je dis pas que c'est bien du tout. Mais du coup, c'est pour toi. Moi, je suis content que du coup... Non, mais il pourrait venir, lui. C'est pour que, en fait, les Alioune Diagne qui sont là-bas aussi puissent en vivre aussi. Il faut qu'on les soutienne dans ça. Et ils ne soient pas obligés de venir ici pour pouvoir en vivre. Quoi. Effectivement. Et si on nous aidait là-bas, je ne dis même pas aide parce que je n'aime pas ce nom aide parce qu'on a tout ce qu'il faut. Ça fait pitié un peu. Voilà. En fait, c'est même pas qui t'aide, c'est que c'est la normalité. Qui nous donne notre droit, en fait. Voilà, c'est un dû. C'est un dû. Ils ont ça a été trop pillé, et puis ça a été... Voilà, il y a déjà même, tout à l'heure, on vient de récupérer le sable de... je vais en parler après. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses
qui nous appartient et que dès qu'ils nous le donnent, on a besoin de ça et nous on part sur des nouvelles bases. Mais on a l'impression que quand il le donne, c'est un cadeau, alors que c'est pas le cas. La France ne peut plus développer comme il se doit. Il n'y a que l'Afrique qui peut se développer. Exactement. Il n'y a que l'Afrique qui peut se développer en ce moment. On a tout ce qu'il faut en ce moment. On a les jeunes qui sont capables de les faire. On a des intellectuels qui sont partout en Europe ou aux États-Unis. Non, mais il y a un très fort potentiel, mais le reste ne suit pas. Effectivement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Effectivement. Donc, tant qu'il y aura pas tant que tout ne sera pas bien établi en normes, ça n'ira jamais. Ouais. Après, je voulais dire aussi, est-ce qu'il n'aurait pas aussi insulté le président? Parce que pour lui, est-ce que M. Macron ne serait pas un petit peu imbu de sa personne et ne prendrait pas même la parole des propres Français, enfin, comme les Gilets jaunes, ne la prendrait pas en compte? Il a l'impression qu'il vit que pour lui, en fait. Il a fait des promesses au niveau des féminicides. Rien n'a été tenu. Excusez-moi. Hein. Le milliard ou je sais pas quoi, là. Puis ça ne fait qu'augmenter. Des promesses à l'Afrique. Les Gilets jaunes, non. Des promesses à Brigitte. Et pour ne pas te couper aussi, en augmentant aussi les inscriptions des étudiants africains. Ah non, il va y avoir un quota, attention. Et des quotas aussi. Ah oui, maintenant il va y avoir un quota. Voilà. Donc du coup, tu mets beaucoup de barrières pour que les Africains viennent. Mais par contre, tout ce qui nous appartient, voilà, tout ce qui nous appartient, tu nous le rends pas. Bah justement, je vais parler du Mali, là, pas du Sénégal. Alors là, il y a eu 3,5 millions de dollars pour construire. Il y a un aéroport qui va être construit à Kidal dans 8 mois. Dans 8 mois, en fait, les travaux ont déjà commencé. Et cette aide a été débloquée par l'ONU, en fait. Et Kidal, ça se trouve au nord-est du Mali. Alors là où il y a soi-disant les attaques de djihadistes. Donc je comprends pas. Il y a une question que je me pose. Ils veulent faire, et ça donne à réfléchir quand même, de tous les endroits qu'il y avait. Ils font un aéroport, soi-disant, il va recevoir des vols internationaux et il va aussi recevoir des cargos militaires. Donc ça va permettre surtout... Alors, il y a même mieux que ça. C'est que Christophe Savillon, chef du bureau de la MINUSMA, qui est chargé de régler tous les problèmes qui se passent dans cette zone, aurait dit, je cite, « Ça va permettre surtout à d'autres auteurs de venir travailler à Kidal ». Alors ma question, pourquoi faire construire un aéroport à Kidal si c'est une zone dangereuse? J'ai tout résumé. Hein. T'as tout résumé, ben c'est ce qui se passe. Crash, c'est pas à moi de cracher. Mais qui dit zone dangereuse dit certainement zone où il y a de l'argent. Il y a des minerais, des tout ça. Ouais. Dans cette zone. Donc c'est pour ça qu'ils vont construire un aéroport, ça va s'amortir. C'est profit. Ils ont besoin d'avions, de cargo. Et c'est pour exporter. Effectivement, c'est pour exporter. Mais eux, ils le font passer pour, ça serait plutôt pour du tourisme, protéger. Pour protéger. Non, c'est pour protéger une zone, protéger des djihadistes. Alors, c'est là où le son de cloche ne va pas. Ça ne suit pas. Et d'où l'énervement de Salif Keita, je voulais le préciser. Mais moi, je le comprends. Qui est un grand monsieur. Je comprends son énervement. Et ça, je le dis toujours. Il faudra qu'on laisse les gens occupés de leurs problèmes, quoi. Exactement. Et ta femme qui est française, qui est blanche, qui est française, elle pense quoi? Non, à ce moment, parce que j'ai pas continué mon histoire, parce que j'ai divorcé, en fait. Ah, d'accord. Une fois que j'avais les papiers, ça me servait plus à rien. Non, mais d'accord, vous avez divorcé, mais vous parlez encore ensemble. Oui. Elle en pense quoi de tout ça? Elle s'occupe de mes enfants, tranquillement. Donc, j'en ai pas parlé vraiment de ces discussions. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à ce sujet? Non, ça, je vais pas parler avec elle de ce sujet-là. Là, on va parler aussi de la France et du Sénégal. Alors, il y a eu un débat au Parlement qui visait à instaurer un futur quota, on en parlait tout à l'heure, d'immigration professionnelle, attention, et un engagement pour lutter contre l'immigration tout court. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un quota pour les gens qui veulent venir travailler et un quota juste pour l'immigration. Ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est une façon de dire que je suis pas contre l'immigration, mais je suis pour un quota. Par contre, pour les ressources, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. C'est ce que tu m'étonnes. En fait, ça ne va pas dans les deux sens. Tout ce qui arrange la France, ils le font. Mais ce qui arrange les Africains, ils n'ont pas le droit. En fait, c'est simple. Alors, ce que je ne comprends pas aussi, suite à ça, le Sénégal aurait acheté aussi 3 patrouilleurs, plus des missiles pour plusieurs centaines de millions d'euros. Un échange, c'est comme si c'était un échange de bons procédés. En même temps, on leur a rendu un sabre.
un sabre, attends. Un sabre qui appartenait à El Hadj Omar Foutiyou. C'était un résistant qui aurait conquis le Sénégal, la Guinée et le Mali en luttant contre l'armée coloniale. Je crois qu'il doit se retourner dans sa tombe. Tu m'étonnes. Il y a un échange de bons procédés. Effectivement. Au lieu d'avoir... En fait, c'est ce que j'ai dit pour la France, c'est pour les Africains. On nous dit pas tout. Ce qui nous appartient, en fait, comment tu nous rends quelque chose qui nous appartient en nous disant que vous allez payer ça. En fait, ça se comprend pas. En fait, c'est des non-dits. C'est des non-dits, en fait. C'est des non-dits. C'est pour ça les gens qui parlent souvent de oui, on ne peut pas accueillir tout le monde. Non, tu parles des racistes, là. Voilà. Appelons un chat un chat. Ils ne comprennent pas, en fait. Mais en fait, ils comprennent pas. On ne leur explique pas aussi. Moi je jette pas la pierre. Parce qu'on ne leur explique pas le fin fond du problème. Les gens resteraient dans leur pays si on n'exploitait pas leurs ressources naturelles. Effectivement. C'est simple. C'est pas nous, on vous laisse vous gérer. Même si vous ne pouvez pas gérer, on vous le laisse. Chacun se contente de ce qu'il a, quoi. C'est ce que la France devrait faire. Après, il y en a certains qui voyageraient, mais ça serait moins amplifié que maintenant, parce que maintenant, c'est pour la survie. Donc, c'est différent. C'est sur la vie, parce que c'est ce qui se passe. Parce que tu vois, par exemple... Et puis, on ne peut pas prendre que les intellectuels d'un pays et refuser les autres. Donc, les histoires de quotas intellectuels aussi... et les femmes et les belles femmes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pourquoi nos dirigeants doivent être plus sévères, en fait. Et c'est ce que Salif Keïta, quand il a perdu son contrôle, c'est ce qu'il disait au président malien. Qu'il n'était pas contre lui, mais qu'il fallait qu'il revoie la vision, sa vision des choses. Le peuple malien, pour la plupart, se sent... Enfin, il y a plein de gens qui meurent, et on dit que c'est la France qui paye des milices pour faire croire qu'il y a des djihadistes. Effectivement, parce que même... Comme les casseurs pour les gilets jaunes, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même procédé. C'est la même chose, parce que même ce qui se passe avec le président sénégalais, il aurait dit la même chose. C'est notre sabre, il faut que tu nous le donnes. Un point très sans attendre quelque chose en retour. Sans attendre quelque chose de retour. Alors que là, pour moi, c'est un échange de bons procédés. Pourquoi tu récupères quelque chose et tu les donnes quelque chose? Je dis non. Vous me le donnez et vous me le donnez aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'il fallait faire. C'est avoir ce côté de caractère pragmatique aussi, côté dirigeant africain. C'est ce qu'ils doivent faire. C'est dire à l'Afrique, à tous les pays, c'est pas que la France. Après, maintenant, il y a les Chinois aussi qui viennent, qui disent en Afrique ou au Sénégal, je vous construis des stades. Voilà, des stades, mais vous me laissez au moins faire la pêche dans votre océan. Mais parce qu'ils ont compris le filon. C'est-à-dire que comme il y a des réserves d'uranium et on a trouvé du pétrole aussi, ça intéresse tout le monde. Ils ont même construit des... Parce qu'ils ont compris le système. Ils ont dit, la France le fait comme ça, mais pourquoi nous aussi ne pas faire ça? Et du coup, c'est la France qui fait... Regarde, il y a une seule exploitation d'or au Sénégal qui est Kédougou. C'est qui gère? C'est la France qui gère l'exploitation de l'or qui est au Sénégal. Et c'est pour ça que je parlais aussi du CFA. Effectivement, du CFA. Donc, pourquoi tout ça ne nous le laisse pas? Que nous, même si on crève, même si on n'a pas les moyens et qu'on se jette dedans. Non, mais par contre, ils donnent des subventions. Mais les subventions que la France donne... Je dis ça pour les racistes, encore une fois, c'est minime par rapport aux ressources et à tout ce que la France et les pays européens exploitent à l'Afrique. C'est ça. Mais tu sais que, alors moi, c'est vraiment une réflexion que j'ai en vous écoutant. Chez nous, on a hérité dans le 06 d'un terrain qui est à peu près 2 hectares, qui est un beau terrain. Et en fait, mon grand-père, il est parti, donc c'est passé en héritage. Et nous, il faut qu'on paye pour garder notre terrain. Mais c'est à nous. Ouais, mais je sais pas si vous voyez. C'est pas normal. Mais succession, mais t'as pas le choix. Ils le font même chez eux, les Français, en fait. La France. Ils grattent même chez eux. Il faut que tu payes pour garder ce qu'il y a à toi. Effectivement. C'est une histoire de contrôle. Pour te pousser dehors, parce qu'il y a un jour où t'as plus d'argent. Et du coup, t'es obligé de le laisser et de le vendre. C'est une histoire de contrôle. C'est n'importe quoi. En fait, c'est le système qui est comme ça. Là, on va parler d'autre chose. On a parlé des ressources et tout ce qui s'ensuit. Ah non, pour Salif Keïta, pour la petite info, on parlait la dernière fois, je te l'avais dit, on parlait des médias qui balançaient les informations à tir larigot sans vérifier leurs sources. Alors, il y a eu un truc hyper drôle. Comment ça s'est passé avec Salif Keïta? Il s'est adressé à notre président en disant « Koro ». Mais Koro, en bambara, ça veut dire grand frère. Et en fait, moi, j'ai des connaissances journalistes qui m'ont envoyé des mots personnels. Oui, Salif Keïta, parce que tu sais, ici, on crache, on parle de beaucoup de choses qui gênent, qui dérangent. Donc, ils m'ont dit, oui, il parle de toi et tout. Et du coup, j'ai regardé. Et en fait, c'est normal, ils ne parlent pas la langue. Bon, après, ça a été traduit, mais au début, les premiers, c'était écrit Koro. Donc, du coup, je n'ai pas répondu, mais j'ai joué le jeu pour te montrer que l'information, c'est du grand n'importe quoi. Donc, même moi, j'ai fait du fake, mais fake exprès. Bah oui.
Pour pas changer ton habitude. Effectivement. Parce que je suis une peste. Et parce que je me suis dit, mais on en parle tout le temps, mais regarde, ils réfléchissent pas. Totalement. Ils se disent pas que, même si ça s'écrit pareil, ça veut dire autre chose. C'est pour ça que j'ai créé... La rapidité des médias à pas vérifier leurs sources. C'est pour ça que j'ai créé 2 tableaux qui seront exposés dimanche à la Biennale de Dakar. C'est ces 2 tableaux qu'ils ont sélectionnés qui parlent des fake news. Ça parle de ça. C'est pour ça. Moi, j'ai rigolé. Mais attends, tu vois pas. J'ai écrit sur Facebook et tout. Je t'ai appelé. J'en ai rigolé, tu vois. Franchement, non, c'est des fake. Alors, on va parler d'autre chose, on parle du contrôle aussi. Alors, moi, je voulais parler de quelque chose qui dérange beaucoup en France, la pédocriminalité. Il y a eu une histoire à Valenton, dans le 94, il n'y a pas longtemps, là, sur une fillette de 7 ans, qui se serait fait abuser par un homme de 75 ans. De 75 ans, qui aurait été sauvé par inadvertance par un homme de 30 ans. Et ça s'est passé dans un parking. Il était derrière, dans la voiture. Il avait baissé le pantalon de la fillette. Son pantalon était baissé. Le trentenaire a trouvé qu'il y avait quelque chose de louche. Heureusement... Une fille de 12 ans avec un mec de 70 ans. De 7 ans. T'imagines, il y a un truc de louche. Et non, il ne l'avait pas vu, mais il voyait de la buée sur la voiture. Et puis, même sa curiosité a été plus forte. Il a ouvert la portière, il est tombé là-dessus. Il a pris la fillette. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est... Penses-tu qu'en France... la France soit un pays assez de laxisme en ce qui concerne la pédophilie. Est-ce que les pédophiles ne restent pas en toute impunité? Est-ce que la France punit assez sévèrement ce genre d'individus? Parce que ça ne fait qu'augmenter. Alors que ça soit dans les ASE, enfin dans les établissements pour enfants, que ça soit comme nous disait Mary la dernière fois, dans les comment on appelle ça, trucs de curé, les églises. Alors, il y en a partout. Qu'est-ce qui pour vous, enfin pour toi, pensionnat. Les pensionnats, ça, qu'est-ce qui mène à tout ça? Pourquoi il y en a de plus en plus? Alors, c'est une maladie peut-être, parce que moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre en fait ces personnes qui... Et tu sais que la personne en question qui a fait ça, la fillette de 7 ans, a une femme qui pendant 20 ans exerçait comme assistante maternelle. Oui. Donc t'imagines un peu qu'il n'y a pas beaucoup de... Cogité. Oui, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de donc dégâts. c'est des personnes malades. Donc moi je pense qu'il faut qu'on prenne des sanctions très Est-ce que là tu serais pour la peine de mort? Ben si, parce qu'un enfant de 7 ans... Crash. Par un enfant de 7 ans, vous le faites comme ça, un homme de 60 ans qui a déjà fait sa vie, 75 ans qui a fait déjà sa vie et qui gâche la vie d'une fille de 7 ans. Parce que cette fille, elle est traumatisée à vie. Il y en a beaucoup des hommes comme ça. Voilà, elle est traumatisée à vie. Ben, pourquoi ne pas punir ça carrément ces personnes? Donc toi, tu serais pour rétablir la peine de mort? Eh bien oui, tout ce qui est viol. Bah oui, parce que, en fait, c'est très simple. Parce que les gens, ils se prennent comme... en fait, c'est un manque de respect aux femmes ou que ce soit. Parce que ce que j'ai dit... Ah oui, toi, c'est indigne. Voilà, moi, c'est très indigne. Je ne supporte pas du tout à ça. Quand on touche à une femme, moi, je dis tout le temps, il faut qu'on punisse très sévèrement. Donc, ces femmes ou ces hommes qui font ça, il faut qu'on les punisse. Les prisons en France, il n'y a pas assez de place. Non, même pas place. Il faut les mettre en... Voilà, y a entre eux, ils se quedent entre eux. Ils se quedent entre eux. Mais tu les mets tu penses donc que la France n'est pas assez dure envers ce genre de criminels? Oui, mais bon, c'est ça. Parce bon, que même sans aller pour la peine de mort, c'est pas assez... En fait, ces gens qui font... Les peines ne sont pas assez sévères. Ces gens qui font ça, tout ce qui est viol, pédophile, tout ça, on doit les mettre tous ensemble. Après, les gens vont dire droit de l'homme. Voilà, mais moi, droit de l'homme aussi, il faut penser droit de l'homme de cet enfant-là aussi. Hein. Donc, du coup, il y a des punitions. Des vols, on peut les mettre en prison avec des conditions tranquilles comme la prison. Mais des gens qui font ces genres de choses, on doit les mettre dans des conditions très difficiles, même en prison. Est-ce que tu penses que la parole de l'enfant, en France, on en tient compte? Parce à ce niveau-là. À ce niveau-là, je pense pas. Ouais, tu penses pas. Je pense pas. Il n'y a pas assez de, punition. Tu trouves que c'est pas assez sévère? C'est pas assez de sévère, vraiment. C'est pas assez de sévère parce que gâcher une vie d'une enfant innocent qui connaît rien, tu lui fais ça. Moi, je pense qu'il faut carrément. Puis la vidéo de cette petite fille a circulé. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'on ait filmé son visage.
Je trouve que ouais, c'est donc dommage. C'est dommage, ouais. Et le problème, c'est que s'ils font ça sans impunité en France, ben, en plus, quand ils voyagent, ces gens-là, c'est encore pire parce que en monnayant un peu d'argent ou n'importe quoi, eh ben, ils peuvent assouvir leurs besoins. Ils le font même en Afrique. Hein. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. En Afrique. Et là, je vais vous parler d'autre chose encore, de Polanski boycotté. Alors l'art, comme on parle de l'art aussi. Alors, Le Contrôle, il y a eu son film J'accuse, qui a été boycotté, ou même voire annulé de part et d'autre, par des actions féministes. Car 12 femmes, écoute bien, 12 femmes l'accusent d'agression sexuelle. Ça aurait commencé en 1969 et jusqu'en 83. T'imagines, 12 femmes. Et les femmes âgées alors ça allait de 9 ans à 16 ans. De 9 ans à 16 ans. Alors, il a d'ailleurs été poursuivi aux États-Unis parce qu'il avait reconnu, il avait plaidé coupable. Donc, il avait été reconnu coupable aux États-Unis puisque lui-même avait plaidé coupable et il s'était enfui. Donc, peut-on dissocier, moi ma question, peut-on dissocier, même si l'artiste fait des chefs-d'œuvre, même si ces films sont, comme certains disent, hors normes de leur point de vue, est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de l'homme? Est-ce qu'on peut incriminer l'homme et ne pas incriminer l'artiste? Est-ce que l'artiste et l'homme ne sont pas la même personne? Ma question. Non, mais ce que je veux dire par là, toi, par exemple, je veux pas te mettre dans ce contexte-là, mais en tant qu'artiste, si toi, tu faisais ça à certaines femmes, hein, est-ce tu pourrais dire oui, mais je suis peintre, alors quand je suis peintre, je pense pas à ça, et quand je suis un homme, j'ai des pulsions. Tu pourrais dissocier les deux? Ou c'est l'homme qui fait ça tout simplement, la personne qui fait ça tout simplement? C'est la personne. Est-ce que c'est pas la personne qu'on doit juger, ou est-ce que tu dissocies? C'est la personne qui fait ça, parce que l'artiste, il passe ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent vient de personne. Ouais. Donc, c'est l'homme qui est... on ne peut pas du tout dire... T'as bien craché. On peut pas du tout se cacher sur ça, en fait. C'est hors de question. Parce qu'en fait, c'est juste des arguments, peut-être, pour trouver une explication. Parce que moi, j'avais suivi... Il y a eu un producteur, Monsieur Luc Besson, qui était passé à BFM. J'avais regardé l'interview, puisqu'on avait reçu Sophia le matin même, en Crash ton venin, on en avait un peu parlé. Elle nous l'avait dit en avant-première, d'ailleurs. Et j'avais suivi l'émission, et ça m'avait choqué aussi, je t'en avais parlé. C'était pareil. Il dissociait son acte. Enfin, il s'excusait vis-à-vis de sa femme, et il dissociait son acte enfin, il reconnaissait pas avoir fait et il pensait que finalement la liaison qu'il avait eue, c'était pas vraiment lui, c'était l'artiste. Alors, il faut juste lui poser la question. C'est l'artiste qui a fait ses enfants. Merci. C'est l'artiste qui a fait ses enfants. Il crache. Hein. Faut le dire. Voilà. Faut poser la question. C'est l'artiste qui est le père de ses enfants ou c'est l'homme de... Oui, et dans ce cas-là aussi, il faudrait excuser tous les boulangers, tous les... Non, mais... Parce qu'il faut dissocier du boulanger et de l'homme aussi. Chaque personne peut dire ça. Si tu es dans un souci comme ça, tu dis, écoute, j'étais boulanger à cette époque-là, donc c'était pas moi. Donc, on est d'accord que c'est pas possible de dissocier l'homme de l'artiste. C'est du n'importe quoi. Quand il le faisait avec ses propres responsabilités, et maintenant, il faut qu'ils assument. Et surtout des femmes à l'époque âgées de 9 à 16 ans. On est encore dans la pédocriminalité. Et il vient se protéger en France. Il s'est sauvé, il avait été condamné. Ouais, il vient se protéger en France. Et en France, on trouve ça normal que ce genre d'individu... C'est pas normal. La France, visiblement, un esprit ouvert, on va dire. C'est pas normal du tout, parce que... Ou le cul ouvert. Parce que voilà, il a fait des choses comme les personnes qui ont fait ces erreurs-là, même punition, même tout. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y aurait deux justices, encore une pour le peuple et une pour les artistes? Pour les artistes. Non, pas du tout. Ma même question que la semaine dernière avec les politiciens. Oui, parce que l'artiste, comme ça voudrait dire que quand tu as de la notoriété, tu as le droit de tout faire. C'est juste ça. C'est notoriété. En fait, c'est ça. Dans 1 an ou 2, on va braquer des banques, tous les deux. À la poignée, avec Alioune, on y va tous ensemble. C'est bon, on est artistes. Voilà. Et comme ça, vous me donnez le micro. Non, avec Alioune. Je dis non. Ce jour-là, je n'étais pas artiste, en fait. C'est Alioune qui est passé. Non, on sera vite repéré avec lui. Trop bien, la vérité. Non, mais c'est la vérité. Alors, je voulais vous parler aussi d'autre chose, aussi, toujours avec les femmes. Il y a eu, alors je voulais avoir votre avis, il y a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour un député, monsieur Jean-Marie Desmanges, député. Il y a 1 minute de silence parce qu'il se serait suicidé, mais après avoir tué sa femme. Donc, il a tué sa femme, ce monsieur. Ensuite, il s'est suicidé, parce que visiblement, elle avait reçu des coups avant, d'après les dires. Ensuite, il s'est suicidé parce qu'il n'a pas pu accepter ce qui allait suivre. Et à l'Assemblée nationale,
pour ce monsieur, on a consacré 1 minute de silence. Ton ressenti. Ben, c'est le monde à l'envers. Merci. J'adore. C'est le monde à l'envers. J'ai pas besoin de dire moi, en fait, moi, je suis artiste très engagé. Moi, je suis sur la vérité. Tout ce qui tourne autour de la vérité, je ne tourne pas autour du pot. Je dis les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on a pensé à la famille de cette victime? Bah oui, justement. La famille il a retiré quelqu'un à d'autres personnes. Et cet acte qu'il a fait aussi. Qu'il soit député ou pas, ça ne change rien. Et il y a les enfants. Ouais. Il y a les enfants à côté. Tu montres des exemples comme ça. Les enfants vont se poser la question. Où est le mal ici, en fait, de façon générale? Il tue sa femme, après il se suicide, et après on fait 1 minute de silence pour lui. Les enfants vont se poser la question. On est où? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? C'est le monde actuel. C'est le monde actuel. Ça s'est passé en 2019. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi maintenant, les enfants, ils font n'importe quoi ici. Ouais, après, on s'étonne. Bah oui. Non, clairement. Et d'ailleurs, il est 12h48. Vous êtes sur IRM.radio dans Crash Ton Venin avec Alioune Diane et Madame Coro. Attention à toi, j'appelle Sophia. Je te jure, c'est horrible pour moi, mais je crois que ce sera à vie.